La Bibliothèque nationale de France. À l'occasion de l'exposition « Ne les laissez pas lire, polémiques et livres pour enfants », la BNF invite l'éditeur Thierry Magnier et l'historien Bernard Joubert à parler de l'actualité de la loi de 1949 sur les publications destinées à la jeunesse. Bonsoir à tous. Je suis ravie d'être ici à la BNF, qui est toujours un bel endroit pour se parler et s'écouter, en plus d'un bel endroit pour lire et se documenter. Et j'ai beaucoup apprécié, à titre personnel, mais aussi journalistique, l'exposition Laissez-les lire, dans laquelle j'ai appris beaucoup de choses, grâce à des panneaux très pédagogiques et une histoire qui m'a semblé extrêmement intéressante de la censure du livre jeunesse, censure dont on peut voir à travers cette exposition et dont on pourra voir à travers notre discussion combien elle est multiforme et combien elle dépasse le concept même de censure au sens traditionnel et au sens de la loi et des textes qui existent encore en France aujourd'hui et qui existent pour celui qui est encore en cours depuis 1949 sur la censure des publications jeunesse. Et donc, c'est de cette loi dont on va parler avec les intervenants de ce soir. Là, je parle un peu, mais après, c'est vraiment eux que vous allez entendre. Thierry Magnier, qui est éditeur, bonsoir. Bonsoir. Et vous connaissez bien la censure et les interdictions et les problèmes avec je connais plutôt les problèmes, les livres, les problèmes. Problème qui parfois relève un petit peu de l'idée de censure, même si c'est pas la censure, on va l'entendre, à proprement parler, puisque celle-là, elle est plutôt rare. C'est ce que vous allez nous expliquer. Bernard Joubert, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste et vous avez fait une espèce d'histoire de la censure, dans le sens où vous avez écrit en particulier un dictionnaire des livres et journaux interdits, dans lequel il est beaucoup question de sexe, je crois. Ce sont tous les livres et tous les journaux qui ont été interdits avec la loi de 1949 que vous évoquez. Il y en a près de 5000, 4900. Beaucoup évidemment dans les premières décennies et plus depuis très longtemps. Alors, tout le monde n'a pas en tête ni le texte, ni la lettre de cette loi. Est-ce que vous pouvez nous en rappeler les grandes lignes et aussi l'esprit ? C'est une conférence à elle seule là, que vous me demandez. Non, parce que mais rapidement pour commencer et pour savoir de quoi on parle. Elle date de 1949, du 16 juillet 1949, et elle a été votée, on va dire, contre la bande dessinée. C'était, c'est produit d'ailleurs un peu partout dans le monde, après la Seconde Guerre mondiale, au milieu des années 50, du XXe siècle, je veux dire. La France était un peu pionnière, 1949, mais dans d'autres pays, ça a été 50, 54. Il y a eu une panique morale concernant ce qu'en France on n'appelait pas encore la bande dessinée, on appelait ça les illustrés. Aux États-Unis, ça a été les comic books, et on a soit voté des lois, soit pris des codes d'autorégulation. Aux États-Unis, ça a été le Comics Code Authority en 1954. Il y a eu une loi en Angleterre aussi, mais qui n'a jamais, en fait, pendant une quinzaine d'années, n'a jamais amené un éditeur devant la justice et n'avait pas de commission de surveillance, donc a eu assez peu d'effets directs. Alors qu'en France, non seulement il y avait la loi avec des menaces de poursuites judiciaires, mais il y avait surtout une commission de surveillance qui existe toujours, 70 ans après, et qui a beaucoup pris, on va dire, la censure à sa façon. C'est surtout elle qui a pesé sur l'édition jeunesse, parce que la loi, dès l'origine, a également concerné toutes les autres publications. Il y a eu un 14e article qui était après ce qui concernait les publications jeunesse, qui a concerné, au nom de la protection de la jeunesse, tout ce qui paraissait en France, tous les livres, tous les journaux. Et là, c'était à l'époque, dans les années 50, des revues de pin-up, ensuite des romans édités par Jean-Jacques Pauvert ou Éric Losfeld ou Régine Deforge, des romans érotiques, et puis après des romans photo-porno, enfin vraiment tout ce qui pouvait paraître. Et c'était toujours cette commission de surveillance qui les examinait, mais ensuite c'était le ministre de l'Intérieur qui prenait des arrêtés d'interdiction, de vente aux mineurs, d'exposition, de publicité. Voilà. Donc, dans l'esprit du texte, surveiller n'est pas punir, je ne peux pas s'empêcher de faire cette citation, évidemment. Surveiller, c'est protéger. Dans l'esprit du texte. Oui, enfin, protéger. Il fallait les protéger contre les mauvaises lectures. Donc,
la bande dessinée des années 40, qui c'était vraiment affirmé partout dans les médias de l'époque, pousser les jeunes à la délinquance. C'est-à-dire, on s'en prenait beaucoup à des bandes dessinées américaines qui étaient Tarzan, Zorro, Mandrake. Hein, et il était écrit dans la presse française fin des années 40 que ces journaux faisaient des jeunes lecteurs des délinquants. Hein. Et il fallait donc que les pouvoirs publics interviennent pour empêcher ça. C'est la loi de 49 qui va effectivement dans un premier temps faire disparaître Mandrake, mais il va revenir. Tarzan, impossible à le faire disparaître. Ils vont essayer, ils vont vraiment s'acharner contre l'éditeur Chino Del Duca qui sortit le journal Tarzan, mais Chino Del Duca va continuer de sortir ce personnage sous diverses formes. Et puis ils vont aussi beaucoup s'en prendre dans les premières décennies aux publications belges, parce que la bande dessinée, c'était essentiellement de la presse à l'époque, mais ça va se développer en Belgique avec les éditions Casterman, avec les éditions Dupuis et les éditions du Lombard, qui vont faire des journaux, le journal de Spirou et le journal de Tintin, et qui vont publier beaucoup d'albums. Et la Commission a son mot à dire pour tout ce qui vient de l'étranger et qui est importé en France. Et ces bandes dessinées belges vont être, on a ces grandes quantités, si on considère quand même que c'est une petite production et qu'elle est déjà très consensuelle, être interdites d'importation en France. Donc il va y avoir beaucoup de classiques de la bande dessinée franco-belge qui aujourd'hui continuent de paraître et d'être très connus, comme Black et Mortimer, par exemple. C'est une des premières bandes dessinées qu'on a interdites d'importation en France. Absolument hallucinant. On sait qu'aujourd'hui, Black et Mortimer ressort. Il y a un nouveau numéro là qui ressort, et plutôt en grande pompe avec un partenariat, par exemple, avec le CNAM et des partenaires publics et universitaires. C'est tout à fait étonnant. Ça permet de mesurer une partie du chemin parcouru. Thierry Magnier, je vous voyais réagir. Non, parce que je voulais simplement dire, vous parlez au passé, mais c'est toujours la même moralité qu'il y a dans cette loi 49. C'est toujours la moralité pour a changé, que nos enfants, texte en 2011, mais le système est toujours là. C'est toujours la même chose, c'est quand même toujours la même commission. Pour donner la bonne lecture à nos bons enfants bien pensants. On est d'accord. Mais est-ce qu'on peut pas dire que là où l'interdiction, et c'est des interdictions par âge aussi, hein, c'est-à-dire interdit au moins de 16 ans, 12 ans. Non, pas du tout. Ah non, justement, ça c'est complètement non, il n'y a pas de loi là-dessus. D'accord. La loi ne considère que les mineurs moins de 18 ans et plus de 18 ans, c'est tout. Mais ces interdictions, est-ce qu'elles ne vont pas être vraiment évoluer? Est-ce qu'elles ne vont pas vraiment pas évoluer à travers le temps? Parce qu'on part de Mandrake, de Tarzan, des personnages qui sont passés tout à fait dans la culture populaire et que tout le monde connaît aujourd'hui et dont on a du mal à s'imaginer pourquoi ils auraient pu être censurés, à aujourd'hui des problématiques qui, évidemment, parce qu'elles sont plus proches que nous, Thierry Magnier, je me tourne vers vous, nous paraissent davantage axées sur certains sujets qui pourraient être uniquement le sexe, la politique peut-être. Quel est votre point de vue en tant qu'éditeur? Alors vous, c'est pas seulement de la censure, c'est aussi de l'interdiction, et on va rentrer après en détail dans cette question, ou des réserves de la part à la fois de communes, de bibliothèques, d'enseignants, on peut le dire, oui. C'est vous qui le dites, et qui parlez d'expérience. En fait, je subis aucune censure, en fait. C'est pas de la censure, c'est plus... C'est pas de la censure, c'est quoi alors? C'est plus malin, c'est plus subtil? C'est bien plus mauvais, je trouve. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est censuré d'une façon très hypocrite, c'est-à-dire qu'on ne le sait pas, on le découvre. Certaines bibliothèques mettent, par exemple, certains de mes livres à 2 mètres du sol, pour pas dire qu'ils les mettent aux enfers, quoi. Donc on s'aperçoit quand même qu'il y a cette espèce de censure qui n'est pas autorisée, mais qui est de cet ordre-là. Donc c'est ça qui est... Quel type de livre s'agit-il ? Alors c'est vrai que la sexualité, ça fait partie des livres. Mais vous savez, j'ai eu récemment une lettre d'une maman et plusieurs mamans qui s'étaient réunies en disant que j'avais fait un roman un roman pour ados, dans lequel les enfants étaient à table et mangeaient de la viande, et qu'ils estimaient qu'il fallait faire très attention parce que dans la population, maintenant, il y avait des gens qui ne mangeaient plus, qui étaient végétariens, et qu'on ne devait plus écrire des romans avec de la viande. Ça fait peur, quoi. Moi, bientôt, on ne pourra rien mettre dans nos livres, quoi. Enfin, c'est une catastrophe. Donc, vous voyez jusqu'où ça peut aller. Là, c'est la dernière chose que j'ai entendue. Donc, effectivement, c'est souvent et puis, il y a des thèmes aussi qu'on n'aime pas aborder. D'ailleurs, vous verrez que dans l'édition jeunesse, c'est très peu abordé. C'est l'argent. On ne parle pas d'argent aux enfants. C'est pas bien.
c'est pas correct. Donc il y a évidemment le sexe, la nourriture. Donc comme je vous disais, mais ça vient et c'est pas nouveau. Hein, déjà, on n'aime pas montrer un lapin mort parce qu'on va le manger. On n'aime pas montrer ces choses-là. Et puis aussi, il y a quand même tout le mouvement aussi. C'est bien d'avoir un papa, une maman et des enfants, quoi. Enfin, on aime bien avoir une vraie famille française. Et ça, on le ressent aussi régulièrement si vraiment la famille n'est pas comme elle doit être. Ça, c'est vraiment des choses qui reviennent vraiment régulièrement et qu'on a d'ailleurs et qui nous sont ressorties par la commission, qui nous tacle régulièrement sur le fait qu'on a dit des choses qu'il fallait... Enfin, on ne doit pas donner ça aux enfants et que mais ce qui m'énerve un peu, c'est qu'en fait, c'est un problème d'adulte et pas un problème d'enfant. Parce que quand il y a une image où effectivement, où il y a des gens qui s'aiment et qui sont très enlacés, etc., l'enfant trouve que ce sont des gens qui s'aiment. L'adulte va mettre, lui, sa perversité et se dire ils font des choses extrêmement, qu'on ne doit pas montrer aux enfants. Or, c'est dans leur fantasme à eux. L'enfant voit deux personnes s'embrasser ou être très tendres. Et ils disent qu'ils sont amoureux et qu'ils s'aiment. Ils ne pensent pas à des choses épouvantables comme peut l'imaginer un adulte. Alors, on va parler à la fois des thèmes et des groupes, des gens qui souhaitent que des publications soient supprimées du regard des enfants, que les enfants ne puissent pas y accéder. Et là, c'est pas de la censure au sens propre, hein, on l'a bien dit, c'est autre chose. C'est insidieux. Hein, c'est mettre les livres, insidieux, je vous laisse le mot, mais c'est mettre les livres à l'écart. Et c'est une action qui est décidée et plus ou moins assumée, on l'a dit, par à la fois des villes, ça a pu être très assumé, on peut le voir dans l'exposition, des bibliothécaires ou des enseignants, et parfois là, ce n'est pas dit, hein, vous le découvrez en tant qu'éditeur. Alors des thèmes qui peuvent être extrêmement variés, vous avez parlé à la fois de la famille, alors vous savez, il y a des groupes qui se sont élevés contre, par exemple, le mariage pour tous, ça peut aussi venir de gens qui sont engagés pour la cause animale, et là, c'est extrêmement actuel. On a vu, c'est actuellement en Angleterre, un tableau qui devrait être retiré d'un endroit dans une université parce qu'il représente une scène où on voit des animaux morts et ça peut choquer, ça pourrait choquer. Évidemment, moi, je mets un conditionnel, je ne prends pas position, mais les regards de certains étudiants véganes ou végétariens. Donc, je leur conseille d'ailleurs de ne pas aller faire un tour dans un musée comme le Louvre, par exemple. Mais surtout pas. Ça vient d'endroits très disparates de la société et de gens qui ne pensent pas du tout d'ailleurs la même chose. Certains se voient comme progressistes, d'autres se voient peut-être comme plutôt conservateurs. Que pensez-vous de cette censure entre guillemets, ou en tout cas cette méfiance vis-à-vis de l'édition jeunesse tous azimuts? Moi, je pense que, j'ai l'impression que ça sert à rien. Le problème, c'est que nos livres, d'abord, sont pas obligatoires. Je veux dire, on n'est pas obligé de les lire. Déjà, ça c'est un choix quand on décide de prendre un livre et qu'on n'aime pas ce livre. Et d'ailleurs, un enfant ou un adolescent sait très bien le faire. J'ai jamais vu un adolescent lire un livre jusqu'au bout en disant c'est terrible, ça me fait du mal, etc. En général, il lâche très vite le livre et on le sait très bien. Si vous avez des adolescents autour de vous, vous verrez très bien qu'il y a autre chose qui les intéresse que le livre. Alors, si en plus ça l'intéresse pas, très vite ils le ferment. Donc ça, je ne crois pas que ce soit. Je vous dis encore, c'est un problème d'adulte. C'est-à-dire que les enfants qui veulent pas lire un livre ou qui sentent quelque chose de répugnant dans un livre, ils le mettent de côté et il n'y a aucun souci. Mais c'est surtout, quand je parlais du Louvre, c'était à peine une blague, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas emmener un enfant dans un musée, même contemporain, que ce soit le Louvre pour le plus âgé ou plus contemporain, c'est pas possible, parce que là, vous avez quand même des corps nus, vous avez la guerre, vous avez des mutilations, etc. Et surtout, ne pas lire non plus un dictionnaire, puisque dans le dictionnaire, il y a tous les mots, et même les mots interdits quand on est enfant. Donc, laissons, je pense que moi j'ai vraiment un discours là-dessus sur le fait que un éditeur, un auteur, un libraire, un bibliothécaire, un enseignant, quand ils prennent un livre et qu'ils décident de le partager avec des enfants, à aucun moment, on se dit on va faire quelque chose qui va les répugner ou qui va vraiment non quoi. Je veux dire, on pèse les mots, on fait attention aux images. Mais on va y revenir à ça, si vous voulez bien, parce que moi je voulais demander à Bernard Joubert ce qu'il pensait aujourd'hui, ce que vous pensiez donc de ces
groupes, ces courants d'idées qui peuvent essayer de lutter contre certaines paroles. Et je répète, ils sont extrêmement diversifiés. On peut avoir tout un tas d'opinions d'ailleurs qui ne sont pas les mêmes, qui ne vont pas s'appliquer de la même façon. Par exemple, qui trouvent que la famille n'est pas bien représentée ou que les livres font trop l'apologie de, par exemple, je sais pas, la chasse. On verrait des chasseurs et ça peut les choquer. Ou qu'il n'y a pas assez de diversité, par exemple, dans les livres. Est-ce que là, on peut parler d'une forme, oui, de tentative de muselage de la presse? Qu'est-ce que, en tant que... Muselage, non. Non, mais les groupes de pression ont changé, oui, aujourd'hui, par rapport aux origines de la loi de 49. La loi de 49, à la Commission, il y a beaucoup eu, pendant longtemps, on va dire, les cubénis et les communistes. Ça, c'était les deux forces présentes, très actives. Hein. Donc, les cubénis, c'était les éditeurs de la presse confessionnelle, Cœur Vaillant, Âme Vaillante, les associations de jeunesse, les scouts de France, etc. L'UNAF, qui est toujours à la Commission, l'Union nationale des associations familiales. Il y avait aussi, c'était prévu dans la loi, un père et une mère de famille qui était toujours nommés par l'UNAF. Bon. Donc bon, ça vous imaginez toujours, non d'ailleurs. Toujours, oui. Enfin maintenant c'est plus marqué, c'est plus marqué un père et une mère de famille, c'est marqué deux parents, quelque chose comme ça. Ils ont changé la loi. Et puis il y avait, alors quand je dis les communistes, ils n'étaient pas là en tant que communistes, mais c'était les représentants des Franches Camarades, qui était une association de jeunesse, c'était la directrice du journal Vaillant, et dans l'édition jeunesse, c'était Messidor, Farandole, tous ces oui, ils étaient aussi éditeurs. Hein. Et alors tous ces gens étaient là aussi pour défendre leurs propres publications contre les autres publications. C'est-à-dire, ça a été reconnu d'ailleurs par beaucoup d'entre eux qui sont restés très longtemps, quelqu'un comme Raoul Dubois qui était des Franches Camarades, ou surtout je pense à René Finkelstein, c'était un des initiateurs de la loi de 49, un des gens qui ont travaillé sur le texte de la loi, et il est mort il n'y a pas très longtemps. Il avait été interviewé par Quentin Girard de Libération il y a 7-8 ans. J'avais suggéré à Quentin Girard d'aller l'interviewer avant qu'il meure, et il reconnaissait qu'ils avaient il siégeait à cette commission, il y est resté jusque dans les années 2000, depuis 49 jusque dans les années 2000, vous imaginez. Il s'en servait pour éliminer les concurrents. Lui, il faisait Cœur Vaillant et Âme Vaillante. Ce qui lui plaisait pas, c'était ces journaux avec des bandes dessinées américaines très modernes qui se vendaient bien. Les mômes avaient envie d'acheter ça plutôt que Cœur Vaillant, vous voyez. C'était du lobbying. Oui, voilà. Et alors, notamment les auteurs de bandes dessinées français aussi. Il y avait quelqu'un qui s'appelait Alain Saint-Augan, qui était le grand auteur de bande dessinée français, qui faisait partie de la commission au départ parce qu'il voulait lutter contre les bandes dessinées étrangères, qui prenaient du travail aux auteurs français. Vous voyez bien que la protection de la jeunesse, là, n'a plus rien à voir avec ce protectionnisme professionnel. Mais cette question qui est d'ordre économique, est-ce qu'aujourd'hui, elle existe encore dans les tentatives de s'attaquer à des publications jeunesse ? Non, rien que je remarque, mais il faut dire que la commission aujourd'hui se réunit très très peu et très très peu longtemps surtout, parce qu'avant elle se réunissait tous les 2 mois, ils étaient 30 titulaires et 30 suppléants, vous voyez, 60 personnes, hein. Ça durait toute une journée, une réunion de la commission. Non. Aujourd'hui, ils ont réduit de moitié leur effectif. Ils sont encore une trentaine. Non, ils sont 15 maintenant, 15 titulaires et 15 suppléants. Ah oui. Et d'ailleurs, il y a eu tout un moment où ils étaient 7, 8 à chaque réunion, donc il y avait un problème. Il y avait donc même plus le quorum. Ceux qui étaient censés contrôler n'étaient plus intéressés par la tâche. À la catastrophe. Là. Donc ils ont pris des mesures. Maintenant, ils remboursent les frais de voyage, des choses pour inciter les gens à venir. Et les réunions durent 1 heure tous les 3 mois. Alors qu'ils examinent, alors aujourd'hui ils examinent plus les bouquins porno et tout ça, ou les revues porno. Les dernières revues porno qui ont été interdites, c'était du temps de Sarkozy, ministre de l'Intérieur, il y a une 12aine d'années, quoi. Tout ça, c'est plus examiné. Ils examinent plus que les livres pour la jeunesse, les publications vraiment strictement jeunesse, mais il en paraît des milliers par an. Il en paraît 20 000 à peu près par an. Oui, parce que là, il y a eu une inflation sérieuse de la production jeunesse. Personne ne peut plus suivre. 20 000 livres à lire, oui, ça fait beaucoup. Même au salon de Montreuil qui s'ouvre demain. 4 heures par an pour examiner les 20 livres. Même au salon de Montreuil qui s'ouvre demain, qui est le salon du livre et de la presse jeunesse de Seine-Saint-Denis. On dit qu'on n'arrive pas
aujourd'hui. Il faut faire attention aussi sur l'espèce, moi j'appelle pas ça la surproduction, mais plutôt la vitalité de cette, c'est plus joli. Mais dans cette vitalité, il y a quand même tout ce qu'on appelle les licences Disney, etc., qui représentent pratiquement 40% de la production littérature jeunesse. Oui, mais qui sont lus aussi par les enfants. Qui sont lus, mais qui pour moi ne sont pas vraiment de la littérature jeunesse. Mais alors, est-ce que la scène, et c'est ce qu'on comprend, par exemple, oui, la scène de la pornographie, elle s'est déplacée, évidemment. Aujourd'hui, la pornographie, pour ce que j'en sais, n'est plus consommée via des revues ou même des livres, mais globalement, évidemment, sur Internet. Est-ce que la scène de la censure ou des tentatives d'interdiction ou des tentatives pour que les livres, par exemple, ne soient pas republiés. C'est souvent ce qui arrive. C'est-à-dire un livre n'est pas censuré, mais il y a des groupes de pression qui demandent à ce que le livre ne soit pas republié ou réédité ou ne reparaisse pas l'année suivante. Donc, est-ce que ça s'est déplacé? Est-ce que c'est les réseaux sociaux? Non. C'est-à-dire hors de la commission. À la commission, aujourd'hui, il y a des membres de la commission qui se revendiquent féministes. Je le sais parce que c'est des personnes qui ont des blogs, qui s'affichent féministes. Il y a une éditrice qui fait une maison d'édition féministe pour la jeunesse qui s'appelle Talent Haut. Voilà. J'ai jamais constaté dans les procès-verbaux des réunions qu'il y avait une demande de censure féministe. Voilà. Donc, ça se retranscrit pas dans les... Non, mais c'était pas vraiment ma question. Ma question, c'est est-ce que ce qui se passe plus à la commission où, en gros, on se réunit plus tellement longtemps et où on examine plus tellement de publications, mais il y a quand même des pressions, s'est déplacé ailleurs, la pression? Peut-être que Thierry Magnier peut mieux répondre à ça que moi. C'est-à-dire, en fait, là où c'est un petit peu hypocrite dans l'histoire, c'est que... le gouvernement, j'allais dire, c'est un peu ça, se protège en disant, effectivement, soyons clairs, tous les gens qui critiquent un livre et qui portent plainte, parce que c'est de la délation auprès de la commission, c'est des groupes religieux ou des groupes de bien-pensants de parents et qui font une lettre en disant que c'est inadmissible de voir un livre à la portée des enfants qui traite de tel et tel sujet. Donc, si vous voulez, l'avantage, c'est qu'à ce moment-là, la commission est alertée, elle parle, elle discute du bouquin et elle dit, bien sûr, vous avez raison, nous allons avertir, c'est un peu ça, nous allons avertir l'éditeur pour qu'il fasse quelque chose. Alors, on reçoit une lettre, quand même, une lettre commandée du ministère de la Justice, ça fait peur, quand même, quand vous recevez ça. Bon, alors les premières, ça fait peur, après, on n'y répond même plus, mais c'est du genre, ça serait bien quand même que vous puissiez mettre dessus interdit aux moins de 15 ans, comme ça vous seriez tranquille. Donc, c'est dans ce sens que j'avais parlé, mais je m'étais un peu trompée de classification par âge. Ça, voilà. Alors on nous dit ça, vous mettez... mais ça n'a aucune base légale. C'est absolument pas légal, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun livre aujourd'hui en France qui est interdit au moins de, quel que soit, le gamin il y a moins de 18 ans. Mais c'est tout ce que la loi connaît. Voilà, 18 ans, mais il n'y a pas de... Pas du tout. Ça, c'est apparu, on peut presque le dater exactement, au début des années 2000, et ça a duré une douzaine d'années. Et ça, c'est parce que la commission était complètement désœuvrée, elle n'avait plus rien à faire, et elle s'est mise en tête pour avoir une occupation, parce que sinon, elle allait disparaître. Au point que, même en travaillant sur la question, même en préparant cet entretien, on fait l'erreur. C'est-à-dire qu'on tient pour quelque chose qui a une base légale, finalement, des avis qui n'ont de base que le manque de travail et le besoin de s'occuper de la commission. Ça, c'est vous qui me l'avez dit, Thierry Magnier. J'ai dit ça, moi. Oui. Mais je les aime pas trop, la commission, bien que j'ai des amis. Donc, j'ai des amis, c'est bien. Mais ce que je trouve... Voilà, c'est une espèce de fausse légitimité. Enfin, je sais pas comment dire. On a ça qui est un peu comme une marionnette, quoi. En disant, voilà, vous critiquez ce bouquin-là, vous inquiétez pas, on va surveiller, on regarde, on a envoyé une lettre à l'éditeur, tout se passe bien. Voilà, comme ça, on est tranquille. C'est quand même hypocrite. Autant nous interdire vraiment. Au moins, ce serait... C'est bien dommage que qu'on ait personne de la commission pour intervenir ici. J'en profite pour dire qu'à la fin, au bout d'un moment, vous pourrez poser vos questions et défendre la commission si vous voulez, bien que on entend tout à fait que Thierry Magnier l'accuse pas tout à fait. Pas du tout, au contraire, moi je suis très content. Et puis en plus, je suis très content que on va y revenir. Ça existe. Oui. Je voulais que vous nous racontiez... Thierry Magnier a dit qu'il préférait être interdit, c'est ça, j'ai bien compris. Tant qu'à faire, au moins on se bat pour quelque chose. On vous embête avec une lettre commandée. Non, mais au moins on se bat pour quelque chose. Ouais, franc et clair, quoi. On dit les choses, j'aime pas, tu fais pas, t'as pas le droit, etc. Moi, c'est clair. Mais cette espèce de truc, il faut pas montrer, il faut mettre interdit au moins de, etc. Je trouve ça quand même hypocrite, quoi. Alors,
Et j'aimerais rajouter quelque chose. Oui, alors, et après, je vais concernant Thierry Magnier, parce qu'il ne va pas le dire lui-même, et puis peut-être que les gens ne le savent pas. Alors, je suis capable. On veut savoir. Quand on examine tout ce qui s'est dit à la commission depuis 70 ans, comme je l'ai fait, je crois pouvoir dire que c'était le seul éditeur pour la jeunesse à avoir eu cette attitude vis-à-vis de la commission. À part peut-être, comment s'appelle-t-il, Pierre Mouchot, qui est un éditeur qui avait eu des problèmes dans les années 50, mais j'ai pas eu accès aux lettres qu'il avait envoyées à la commission. J'ai seulement eu des informations de seconde main sur les réactions qu'il avait pu avoir, qui étaient une réaction de résistance. Mais sinon, tous les autres éditeurs pour la jeunesse ont toujours répondu aux lettres de la commission en disant « Ah, nous sommes vraiment désolés. Ah oui, vous avez raison. Merci de votre conseil. Nous allons faire attention à l'avenir. » Voilà. Et Thierry Magnier est le seul à avoir dit « Écoutez, je suis un éditeur, je fais bien mon travail. Ce que vous me demandez, je trouve que c'est... Non, ça ne me convient pas. Et laissez-moi continuer de travailler. Je ne vais pas suivre vos conseils. » C'est l'unique. Et c'est bien la raison de la présence de Thierry Magnier aujourd'hui. Donc, expliquez-nous, racontez-nous plutôt. On va prendre un exemple, le dictionnaire du corps. Alors ça, c'est pas la commission. Le dictionnaire fou du corps, c'est la mairie de Paris. Je voudrais que vous nous racontiez un exemple. Et j'aime dans bien. Les détails, vous voulez le dictionnaire fou du corps. On n'aura pas le temps de donner tous les détails. Mais il est là-haut, vous l'avez vu dans les expositions. C'est ce qui peut arriver à un livre. Donc là, on n'est pas dans la censure. C'est quelque chose d'un peu différent. Mais qui peut arriver à un livre. Peut arriver à un livre. Et moi, en plus, je suis aussi président du syndicat national de l'édition pour la jeunesse. Et j'ai essayé d'emmener mes confrères dans cette histoire, mais vraiment, une timidité, ça fait peur. Tout ça fait peur. Enfin, je comprends pas. On est dans un pays quand même où la démocratie, où la liberté d'expression existe, et autant l'entretenir. Moi, c'est ma façon d'être. Racontez-nous donc ce livre. Le dictionnaire fou du corps. Alors, comme j'ai un peu des amis partout, et particulièrement à la mairie de Paris, on m'a montré un mail qui émanait d'un service disant alors en fait vous savez qu'il y a plus de 5000 personnes à la mairie de Paris qui s'occupent des enfants périscolaires et tout avec autour des livres, donc c'est quand même beaucoup de gens qui sont formés, et puis il y a quand même une petite commission qui se réunit et qui dans l'année, plusieurs fois, rassemblent des livres qui leur semblent importants et nécessaires dans chacune des structures de livres. Et voilà, le dictionnaire fou du corps en faisait partie, donc une grosse commande. Et ça part dans tout le réseau des livres, avec, dans les centres aérés, enfin, je ne sais pas comment on appelle maintenant. Centre de loisirs. Centre de loisirs, pourtant, c'est plus aéré maintenant, c'est pour ça. Et donc, on les enferme. Donc, évidemment, on ne peut plus appeler. Ils ne sont pas là pour vous répondre. Mais vous savez, c'est important, le poids des mots. Et donc voilà, on leur donne et tout. Et bon, effectivement, je pense que j'ai pas tout su tout au départ, mais au départ, quand même, c'est une jeune femme, éducatrice, je pense, qui a dit non, ce livre-là, je ne veux absolument pas l'utiliser et le montrer aux enfants. Bon, pour ces raisons, et encore, moi, j'accepte tout à fait que quelqu'un refuse de transmettre un livre quand il ne l'aime pas. Je crois que c'est la pire des choses qu'on puisse faire à un enfant. Je pense qu'on peut partager que le livre qu'on aime. Bon, très bien. Sauf que la chef de cette jeune fille, elle dit, oh là là, elle appelait sa chef supérieure, elle lui dit, je commence à avoir des ennuis avec une... Je ne sais pas si c'était quelqu'un, enfin en tout cas de religieux, je ne pourrais pas vous dire quelle religion il s'agit, puisque ça je ne le sais pas. J'ai des doutes. Et donc ils m'ont dit, l'autre, la chef a dit, bon écoute, le mieux c'est de faire un petit mot et retirons ce dictionnaire. Voilà. Bon, les choses se passent, et puis ça remue encore. Évidemment, il y avait des gens militants du livre dans la ville de Paris qui disent « mais c'est inacceptable, c'est quelque chose qu'on avait choisi ». Donc les syndicats se mettent un peu en place, oui, mais bon. Et la chef de chef, l'énarque supérieur à la mairie de Paris, décide de faire une lettre, là, cette fois-ci, en mettant « mettez sous clé ce livre ». Et moi, le mot « mettre sous clé ce livre », ça a été quelque chose pour moi mais vraiment troublant. Je me dis, alors attends, bientôt on brûle les livres, quoi. Ça y est, et c'est la mairie de Paris. Bon, d'accord. Donc, évidemment, j'ai essayé de savoir, et j'ai enfin réussi, après 3 mois d'harcèlement à la mairie de Paris pour avoir des explications, parce que je voulais une explication, et j'aurais voulu que tous les éditeurs réagissent, parce que j'ai su pour celui-ci qui était le mien, mais j'imagine qu'il y a eu d'autres choses et que c'est inacceptable, et par conséquent j'ai fini par avoir l'énarque supérieur en chef qui a fini par me dire
ben voilà, c'est quand même un peu gênant, il y a des choses qui gênent dans ce livre. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est un dictionnaire, évidemment, il y a des mots, mais ils ont été choisis, franchement, vraiment. On a vraiment travaillé 3 ans sur un bouquin comme ça. Et je lui dis, mais vous avez le dictionnaire devant les yeux? Oui, je l'ai, genre, ça lui brûlait les mains. Et je lui dis, mais dites-moi au moins, par exemple, un mot qui vous gêne. Oui, et il me dit pas le mot, il me dit, c'est dans les lettres C. Alors j'avais le dictionnaire, j'ai écouté, je comprends pas. Il osait pas dire les choses, quoi. Et en fait, c'était le mot coït. Et alors là, je suis tombé des nues. J'ai dit, mais monsieur, savez-vous que s'il n'y avait pas eu coït, vous n'existeriez pas? C'était la seule chose que je pouvais lui dire. J'étais vraiment désarmé face à un truc comme ça. Je dis, non, mais vous plaisantez. Oui, mais il y a une représentation de 2 corps enlacés et ça peut choquer les enfants. Je dis, ça, c'est votre souci à vous, mais certainement pas celui des enfants. Voilà. Donc j'ai su, et après donc, ils ont remis quand même, parce que j'ai quand même tellement... Et puis François Morel a fait une petite chronique sur France Inter et m'a aidé un peu dans l'histoire en me disant, écoute, ça on va pas... fait beaucoup de publicité à l'affaire. Ça a fait beaucoup de publicité, mais c'est un peu triste que ce livre, qui pour moi est un grand livre, en tant qu'éditeur, c'est un de mes grands livres, d'en arriver à qu'il existe et qu'il soit remarqué parce qu'il y a des gens qui n'ont rien compris. Pour prolonger ce qu'a dit Bernard Joubert, vous, en tant qu'éditeur, comment vous travaillez? Comment vous décidez de vous adresser aux enfants, par exemple, pour leur parler du corps? Est-ce que pour vous, ça représente tout de même un enjeu? C'est délicat. Vous avez dit, il y a une professionnalité dans l'adresse à l'enfance. C'est pas fait au hasard, c'est pas fait n'importe comment. C'est aussi cette identité d'éditeur que vous défendez. Bien sûr. Je pense que d'abord, il y a un auteur, et l'auteur a des projets avec lesquels on travaille. Et il n'y a aucune censure qui peut être faite du côté de l'auteur. Pour moi, un auteur a tout droit d'exercer son œuvre et d'écrire, de peindre, de dessiner ce qu'il veut. C'est après à l'éditeur de prendre la responsabilité. Et je viens de dire prendre une responsabilité. Un éditeur doit prendre cette responsabilité. Parce qu'il y a très peu de temps chez Milan, un éditeur qui a finalement, après un truc sur le net, a retiré ce livre. Moi, je pense que quand on fait un livre... Alors, quel livre? On a chopé la puberté. Voilà, c'est ça. On a chopé la puberté pour des représentations un peu stéréotypées, on peut dire, oui. Des adolescentes. Et Bon, alors après, stéréotypées. Entre guillemets, c'est pas moi qui m'exprime, encore une fois, mais la polémique était formulée comme ça. Voilà, c'est ça. Et donc, effectivement, c'était quand même un tribunal qui s'est fait sur le net, et ils ont répondu OK, on le retire, ce que je trouve un peu dommage. Et donc la première chose d'un éditeur, c'est prendre un risque, et quand il prend ce risque, vous savez, on a tellement de choix que quand on choisit un livre, c'est qu'on l'aime, enfin c'est qu'on a envie de le faire, qu'on a envie de travailler avec l'auteur, qu'on a envie qu'il se passe quelque chose. Donc effectivement, c'est à l'éditeur de prendre cette responsabilité et pas à l'auteur. Ça, c'est pour moi la première chose. Donc quand on fait un livre, on a un travail préalable sur ce dont on va parler. Alors c'est vrai que moi, dans ma politique éditoriale depuis très longtemps, plus de 20 ans maintenant, le corps est quelque chose d'important, parce que je pense qu'un enfant, un adolescent peut se réaliser et se connaître et connaître les autres que quand on lui donne les vrais mots, quand on lui montre les vraies images. Et on se construit vraiment comme ça. Et c'est hyper important, plutôt que de cacher, vous savez, quand dans certains bouquins, et encore pas si longtemps, quand on floutait l'endroit dans la culotte, c'était terrible et traumatisant pour un enfant qui regardait lui dans sa culotte, et c'était absolument pas flou. Donc, vous savez, c'est quand même des âges où on se compare, on essaie de voir si on est normal, si on est comme les autres, si on peut faire comme les autres, et si effectivement on leur donne des informations qui sont complètement stupides, c'est quand même dommage. Donc, oui. Oui, quand tu finissais, je préparais ma question suivante. Et donc, effectivement, quand on travaille comme ça, on utilise les vrais mots. Oui, on utilise les vrais mots, mais on les pèse. C'est-à-dire qu'on ne veut pas qu'ils soient choquants. On dit simplement, ça, c'est un vrai mot, et on doit dire le mot tel qu'il est, et l'image telle qu'elle est. C'est simplement ça. Et on risque ce livre, on l'envoie. Et alors, effectivement, en ce qui concerne les âges, moi, je me dis, mais voilà, c'est un livre plutôt pour la jeunesse, mais si un adulte s'en empare, je serais ravi. Et d'ailleurs, dans la préface du dictionnaire, c'est ce que je dis.
Et ensuite, voilà, les enfants sont pas stupides. Je crois qu'il n'y a pas dans les librairies ou les bibliothèques des rayons pour monoparental non-fumeurs ou pour diabétiques, je ne sais quoi. Voilà, ils sont lecteurs, ils choisissent leur livre. Et ben un enfant est totalement capable de choisir son livre, et puis un adulte peut tout à fait l'aider à choisir son livre. Et les parents choisissent évidemment les livres de leurs enfants dans une certaine mesure. Et quelque part, on n'est pas dans une société sans contrôle. Mais pour rester sur cette idée de peur, parce que parmi les gens qu'on n'a pas invités, qui ne sont pas là, il n'y a pas de membres de la commission, il n'y a pas non plus d'éditeurs qui auraient renoncé à republier un livre ou qui l'auraient retiré. Qu'est-ce qui a caractérisé l'attitude des éditeurs, à la fois livre et aussi presse jeunesse, si vous voulez en parler, Bernard Joubert, dans les premières années où il y avait beaucoup de demandes de censure? Est-ce que on avait des éditeurs obéissants, c'était plutôt le cas. Oui. Et est-ce que ça, apparemment, c'est quelque chose qui n'a pas changé, alors que les thèmes de la censure ont changé? On voit des gens plutôt dociles devant les menaces qui peuvent être brandies, qui ne sont pas forcément, donc on l'a bien compris, celles de la commission, mais aussi celles de... divers groupes qui peuvent s'exprimer aujourd'hui comme ils le font sur les réseaux, par exemple. Oui, leur réaction a été celle de l'autocensure. Citer Blake et Mortimer, par exemple. Il y a eu 2 albums de Blake et Mortimer qui ont été interdits. D'abord le deuxième volume, et puis ensuite en 1962. Ça a pesé, par exemple, sur la carrière de l'auteur Edgar P. Jacobs, parce que on lui disait de ne plus aborder les sujets qu'il avait envie de traiter, qui étaient plutôt de la science-fiction, qui étaient des livres un peu inquiétants. Et il s'est retrouvé à faire l'affaire du collier, qui est un Blake et Mortimer très mineur, parce que c'est une enquête policière, et on ne retrouvait plus ce qui faisait l'intérêt de la série. Donc l'autocensure, des séries ont été arrêtées, L'Épervier bleu qui était édité par Dupuis, parce qu'il y a eu des albums interdits, des pressions, comme c'était pas une série qui marchait très bien, on a fini par l'arrêter. Et puis il y a eu aussi, pour ce qui était du matériel étranger, alors soit des arrêts d'achat de certaines séries dans les années 50, comme je vous disais, Mandrake à un moment a disparu, puis il est revenu après. Mais moi, ce que j'ai connu quand j'étais enfant et adolescent, c'était les bandes dessinées caviardées. Ça, j'ai détesté ça à mon adolescence, parce que quand on s'est mis à publier les super-héros Marvel, qui aujourd'hui sont très très populaires, surtout à cause du cinéma, là, tout le monde connaît ça. La commission s'en est mêlée, a menacé l'éditeur, qui a dû s'aborder sa première revue qui s'appelait Fantasque. Ensuite, ils ont fait la revue Marvel, qui était interdite aux mineurs, elle a dû s'arrêter. Et l'éditeur, les éditions Lug, a pris le parti de continuer de publier ces séries il y avait une demande du lectorat. C'était Spider-Man, l'homme araignée, c'était les 4 fantastiques, les Fantastic Four, mais en retouchant les dessins et en enlevant les onomatopées, les monstres, les coups de poing, tout ce que vous pouvez imaginer. La violence et le langage. Le langage, non. Essentiellement l'action, la violence, les traits de vitesse, les traits de choc. Si ça faisait boum, il n'y avait plus le boum. S'il y avait un monstre avec des cornes, on enlevait les cornes. S'il avait des dents pointues, on lui limait les dents. Et là, c'est de nouveau ça. Hein. Et ça a duré chez cet éditeur pendant des décennies, jusque dans les années 90, où ils ont cessé d'auto-censurer les BD à ce moment-là. Maintenant, non, aujourd'hui, il n'y a plus de bande dessinée étrangère publiée en France qui soit caviardée. Mais c'est quand même extrêmement surprenant d'entendre que ces caviardages ont pu être effectués jusqu'aux années 90. Ça semble extrêmement loin dans le temps, surtout si on pense effectivement, comme vous l'avez mentionné, pour ne pas traumatiser les enfants. Mais moi, ce qui m'a traumatisé, c'est justement cette autocensure, parce que quand j'avais 12 ans, 10 ans quand j'ai commencé à lire ces BD, et j'ai dû découvrir qu'elles étaient autocensurées en France vers l'âge de 14 ans,
Voilà. Est-ce que ça a joué dans la naissance de votre vocation de tout à fait, journaliste qui s'intéresse à la censure? Oui, j'ai dû publier mon premier truc contre la commission, j'avais 17 ans en 78, voilà. C'est une petite brochure. Et à l'époque, elle avait 30 ans, la commission. Alors après, j'ai publié quand elle a eu 50 ans, 60 ans, maintenant on en est à 70. Mais à force de lui taper dessus, quand même, j'ai remarqué qu'elle avait de moins en moins de force. Alors peut-être que j'ai un petit peu, voilà, j'aurais pas raté tout à fait ma vie si j'ai réussi ça. Eh ben, en tout cas, on peut dire que ça a eu un effet extrêmement important sur vous. Et c'est vrai que de voir que dans un livre, il y a du floutage, il y a certaines cases ont été enlevées, c'est extrêmement excitant et ça attise plutôt la curiosité qu'autre chose. Évidemment. Pourquoi, Thierry Magnier, vous dites que ça continue et que... ça continue. D'abord, l'autocensure continue, et ça, moi, je le vois par rapport à des auteurs, même chez les auteurs eux-mêmes, se pose la question... Ça, c'est un autre sujet. On va en parler de l'autocensure. Mais pourquoi vous dites que ça continue? Ça continue parce que encore aujourd'hui, on voit chez certains éditeurs des choses qui sont pas dites réellement parce que ça peut choquer. Par exemple. Faut quand même. Par exemple, écoutez, il y a encore aujourd'hui, on a réédité les Martine avec quand même une idéologie qui me semble grave et dangereuse pour un enfant. Quand Martine a une copine qui s'appelle Cacao, qu'elle emmène en vacances et qu'elle porte 3 valises sur sa tête, je trouve ça limite dangereux. Martine, on revient de très loin. Il y a plein de choses à dire sur Martine. Je l'aime beaucoup, Martine. À laquelle, livre auquel, sinon, le musée en herbe avait consacré une grande exposition à 4-5 ans. Mais donc là, c'est pas censuré, la Martine, justement. Non, mais maintenant, alors ce qui est drôle, c'est que, comme j'ai fait quelques conférences un peu contre Martine, parce que c'est ma bête noire, l'éditeur, elle n'est pas bien. Idéologiquement, on ne peut pas laisser les mains des enfants. C'est incroyable que vous disiez ça. Mais vous ne trouvez pas ça dangereux ? Quand vous mettez dans les mains d'une petite fille, parce que les Martines sont achetées par les petites filles, par la maman ou la grand-mère, pardonnez-moi, mais c'est comme ça que ça se passe, et c'est une très très grosse vente en France, les Martines. Important. C'est Marcel Marlier? Oui, c'est Marlier. C'est ça. Marlier. Et quand même, quand vous donnez ça à un enfant qui est en train de se construire, qui a 4 ou 5 ans, qui trouve presque normal et amusant que la petite blague s'appelle Cacao et qu'elle porte les valises, je suis désolé, mais vous mettez dans l'inconscient de l'enfant déjà des choses qui me semblent très, très bien. Je ne m'en souviens pas du tout. Et je note qu'en tant qu'éditeur, vous croyez au pouvoir des livres. Et ça rejoint... Alors, je vais faire une analogie. Et moi aussi, je vais parler d'exemples personnels comme Bernard Joubert. C'est-à-dire que moi, quand j'étais enfant, les Martines ne rentraient pas chez moi parce que ma mère détestait Martine. Je ne sais pas si elle avait déjà vu du cacao. Et donc, c'était insupportable, cette gamine qui était toujours en train de faire soit la cuisine, soit de faire le ménage. Ou de, mais elle avait quand même une jolie petite robe. Pas très intéressant. Et en général, on voyait sa culotte, c'est potentiellement gênant. C'est vrai, on voit beaucoup la culotte de Martine. Oui, la culotte de Martine. Et alors, en tant qu'enfant, le fait de ne pas avoir accès assez facilement à ces dessins, évidemment, c'est des albums dont le dessin, extrêmement, vous voyez tous à quoi ça ressemble, puisque aujourd'hui, il y a tellement de parodies en plus de Martine qui circulent sur des tracts et tout ça. Et donc, ce dessin a quelque chose, évidemment... Enfin, évidemment, je ne sais pas. En tout cas, ça continue. Donc, qui plaît beaucoup aux enfants. Donc, je ne sais pas si c'est une bonne idée. Que ça plaise. Attendez, il y a plein de choses qui plaisent aux enfants, franchement. Beaucoup, beaucoup de choses. Et ils ont quand même pas un très bon goût, parfois, les enfants. Enfin, je voudrais pas. Je suis désolé, mais quand vous voyez dans certains magasins les trucs roses et pleines de paillettes, je trouve pas ça forcément très très joli. Mais est-ce qu'il faut pas justement laisser les enfants épuiser le goût du rose et des paillettes? Mais ça c'est très bien, mais ça c'est pas méchant. Parce que ça passe. Écoutez, j'étais lundi dans une commission pour donner des prix. T'es fou là, c'est un truc de TF1 qui font des animations. Et il y avait des films, des dessins animés quoi. Dessins animés. Et il y avait, on devait juger sur une vingtaine de scénarios, et c'était des jeunes qui faisaient les scénars, c'était vraiment des tout jeunes, et dans tous, il y avait une sorcière, une fée, une licorne, un pirate avec son perroquet évidemment et son truc. Il y avait tous les. Il y en a qu'un qui a parlé d'autre chose. Tous repartaient ça parce que c'était porteur et c'est ce que les enfants aiment. Mais à force de dire que les enfants aiment et de leur donner tout ce truc, cette vague qui
aller voir en ce moment dans les magasins de jouets. Mais c'est terrible. Non, j'évite. Mais Moi aussi. il y a trop d'enfants, tout ça. Il y a trop d'enfants, j'aime pas les enfants. Mais trêve de plaisanterie ou pas. La question, c'est pas tellement qu'est-ce qui va être censuré, même par les auteurs, auto-censuré. C'est comment on se distingue dans ce qui est aussi un marché, l'édition jeunesse, un marché extrêmement concurrentiel, dans lequel il y a énormément de publications et de tous ordres, parce que vous parlez de Disney, mais aussi du point de vue des éditeurs jeunesse très reconnus, on voit qu'il y a plus des éditeurs les plus créatifs, qu'il y a plus de publications et plus de concurrence. On voit tout à fait de toute façon de quoi il en retourne quand on parle de l'édition en général. Par exemple, les publications pour la rentrée littéraire avec ces 722 livres dont un certain nombre vont être ignorés. Donc, dans un contexte aussi disputé et parce que c'est un souci commercial, est-ce que le pire risque pour l'édition jeunesse, c'est de s'aligner sur ce qui va marcher, des sorcières et des pirates? Oui, bah c'est ce qu'ils font, oui. C'est ça qui vous inquiète? C'est ça qui m'inquiète. Plus que la censure? Mais c'est aussi inquiétant que la censure, parce que c'est là où c'est grave. Moi, je m'en fous, je fais pas ces choses-là, donc c'est pour ça que je suis pas riche. Mais si il faut laisser aussi la place à tous ces éditeurs de création qui travaillent avec des artistes, parfois avec des écrivains, de leur laisser aussi de la place et pas envahir avec ces choses qui sont, à mon avis, pas de bonnes choses à donner à des enfants sous prétexte qu'ils doivent vivre dans un monde de bisounours, on doit les mettre dans du cocon. Et puis, au bout d'un moment, on les lâche dans la jungle. Donc, il faut quand même parler des choses, peut-être avant ses 18 ans, parler de certaines choses, moi, je pense. Et on peut en parler tranquillement, gentiment, et sans être vulgaire, et comme, je sais pas, moi, je comprends pas qu'on puisse ne pas parler de choses à des enfants parce que c'est pas de leur âge. Dolto disait, par exemple, quand un enfant parle de la mort, c'est quoi la mort? Il a cette question, il est tout petit. C'est quoi la mort? L'enfant ne demande pas une explication, une thèse de 52 pages. Il veut juste une réponse. C'est la fin de la vie. Et Dolto disait que dire... Et pourtant, Dolto, c'est pas elle que je défends le plus. Mais quand même, elle a fait des choses à un moment dans l'éducation de l'enfant. Au moins, elle a fait reconnaître que c'était une personne. Et ça, c'était plutôt bien, ce qu'on oublie aujourd'hui. Mais de dire à un enfant, écoute, la mort, c'est la fin de la vie, c'est suffisant. Parce que si je veux reprendre Martine, qui a fait un dictionnaire il y a 8 ans, chez Delagrave et Casterman, le dictionnaire de Martine. J'ai loupé ça. Vous avez loupé ça. Quand vous regardiez à mort, 2 points, l'explication. Monsieur Clément a perdu sa femme, depuis, il voyage. Je suis désolé, mais moi, ça me donne envie de tuer ma femme. Elle n'est pas là non plus pour donner un point de vue peut-être contradictoire sur cette histoire. Non, mais vous vous rendez compte de dire à un enfant, de ne pas répondre à sa question. C'est-à-dire que, oubliez que la mort, elle n'est pas non plus d'abord que d'une personne âgée, elle n'est pas seulement... Ça aussi, c'est un sujet tabou, la mort. Hein. C'est un sujet très difficile à traiter en jeunesse. Les gens, vous savez, faut dire que aussi dans le commerce, vous achetez un bouquin pour enfants et que vous rentrez dans une librairie et ah tiens, je vais dîner chez des amis, ils ont des enfants charmants. Donnez-moi un bouquin sur la mort, c'est vrai que c'est un peu difficile. Donc c'est vrai que grâce aux bibliothécaires, ces livres peuvent être installés. Mais c'est vrai que ce sont des sujets difficiles. Mais peut-être qu'il y a des façons de parler d'une façon très poétique de la mort, moi je pense. Ça a été un chemin pour l'édition jeunesse plus créative, d'installer un certain nombre de sujets dans la conversation avec les enfants. On peut penser à l'école des loisirs, pas pour les albums par exemple, mais pour Marie-Aude Muraille, qui est une autrice qui a abordé les sujets à la fois de la mort, de la famille recomposée. Alors la mort des parents, ça c'est toujours voilà, mais c'est pas, ils sont pas déjà morts, ils meurent pendant l'histoire. Comme Bambi. Voilà, mais ça c'est des humains. Et de la violence, voilà. Et donc en repoussant un peu les limites et de la sexualité et de l'homosexualité. Voilà ce que je voulais dire, parce que comme vous parlez en même temps que moi, je perds mes idées. Donc est-ce que Bernard Joubert, il y a un enjeu de créativité finalement autour de ces questions de censure, comme on l'a entendu avec Thierry Magnier, de censure, d'interdiction, un combat d'idées qui se joue avec l'idée que c'est assez fort ce que vous avez dit sur Martine, qu'on doit privilégier. Bah oui, parce que vous êtes quand même contre le fait que des livres circulent. Non, je suis pas contre, moi. Je les lis pas, c'est tout. Bon.
Non, Thierry-Magnier n'a pas appelé à l'interdiction de Martine. Non, mais non, il peut pas. Comment ça, je peux vous pas l'avez dit. Non, mais vous l'avez dit de manière assez forte quand même. Hein. Vous Oui, avez parce dit que je déteste ces livres, je voudrais pas que les enfants les lisent et tout. Donc c'est assez intéressant. On pourrait dire la même chose de certains Tintins. Et ça me fait penser, tiens, parce que vous parliez du personnage noir dans Martine. Récemment, il y a 2 ans, il a été question de rééditer chez un éditeur petit tirage pour BD-Fil. C'est un éditeur qui s'appelle, je crois que c'est Devarny. Et il réédite des bandes dessinées des années 50, notamment il réédite Les Pieds Nickelés, Bibi Fricotin, vous voyez, ces vieilles choses qui intéressent plus grand monde quand même aujourd'hui, surtout quand c'est les vieilles séries. Et il réédite un auteur qui s'appelait Matt, qui a fait Oscar le Canard. Et là, il devait rééditer une série des années 50 qui s'appelait Bamboula. Bamboula, c'était un petit garçon, un petit Africain. Dans les premiers numéros, c'était en Afrique. Il était confronté, c'était le héros. Hein. Il était confronté à des animaux en Afrique. Voilà. Puis après, il arrive en France et dans une société qu'il connaît pas du tout. Donc, il a toujours des réactions. Il comprend pas les appareils. Il comprend pas ce qu'est une machine à laver. Mais il est très malin. Et comment il est dessiné ? Comment il le dessine ? Il est noir avec des grosses lèvres, hein, bien sûr, exactement comme, mettons, dans Bibi Fricotin, il y a Rasibus, le compagnon à la même époque. Hein. Encore aujourd'hui, les bandes dessinées où on représente des Africains, il y a encore, bien sûr, les grosses lèvres rouges. Hein. Et alors, il avait surtout à parler petit nègre. Ça se remarquait beaucoup. Mais il était très très malin, c'est-à-dire que tout de suite il apprend à piloter une voiture, à piloter un avion, il arrête les voleurs, il les livre aux gendarmes. Voilà. C'était un héros très positif. Bon. Publication pour la jeunesse, Matt a d'ailleurs été, ce dessinateur et scénariste, a d'ailleurs été membre de la commission de surveillance. Et cet éditeur donc annonce qu'il va rééditer cette série parmi d'autres de Matt. Et il a reçu des menaces, semble-t-il, assez sévères du CRAN. Donc le comité c'est un regroupement d'associations des Noirs de France, hein, c'est comme ça que ça s'appelle. Oui, enfin on peut. Il y a eu sur Internet aussi le dessin c'est très violent sur Internet comme représentation. Des billets de Facebook et autres, voilà, des trucs qui étaient des gens assez connus qui disaient que s'il édite ce bouquin, je vais à sa maison d'édition, il va voir ce qui va se passer. Enfin des menaces, ça commence à devenir physique, voilà. Et il a annulé sa parution de Bamboula. On peut assez facilement se les procurer en numérique, c'est gratuitement sur le site de la CNBDI, qui est le Centre national de la bande dessinée, et c'est un peu comme Gallica pour la BNF où nous sommes aujourd'hui. Il y a des vieilles bandes dessinées qui sont disponibles en numérique. Là, ça aurait été une édition papier vendue à 150 exemplaires. Est-ce qu'on peut se passer de contextualisation pour ce genre d'images et de représentations qui sont... moi je trouve ça extrêmement violent pour... tout le monde et pour un enfant noir qui... Je pense que pour des gens racisés qui se voient ainsi représentés, c'est une violence qu'on a du mal, je pense, quand on est blanc. Alors pour le coup, là c'est mon opinion. Je pense que quand on est blanc, on a du mal à... peut-être se formuler ce que ça peut être de se voir représenté comme ça, de manière banale, sans contextualisation. Mais pour y réfléchir, on peut se référer. Il y a eu un catalogue sur une exposition qui était extrêmement intéressante, qui s'appelait Le Magasin du Petit Explorateur, qui avait eu lieu à Orsay, c'était il y a 2 ans. Et c'était une exposition qui est au Quai Branly. J'ai dit à Orsay, pardon. Quai Branly, et merci infiniment de m'avoir corrigé. Donc c'était au Quai Branly, évidemment. Et cette exposition recontextualisée dans les publications jeunesse, parce que c'est beaucoup dans les publications jeunesse qu'on a représenté l'ailleurs, l'exploration, l'étranger, à travers la figure aussi du bon sauvage, qui est une figure plus ou moins positive et extrêmement ambivalente. En fait, ça commence avec des publications pour les rois, avec les premiers explorateurs, et puis ça arrive dans les boîtes de chocolat avec aussi Banania, évidemment, pour les personnages. Banania, qui est un personnage polémique et qui a changé, qui a changé sous la pression. Je ne sais pas si on peut parler de publication jeunesse pour une plaquette une boîte de cacao et des plaquettes de chocolat, mais en tout cas, oui, il a été modifié parce qu'on change et parce que
ça change. Mais avant de prendre les questions du public qui sont sûrement juste pour extrêmement finir, intéressantes, votre réaction et puis j'ai une question. Par exemple, par rapport à cette commission, elle ferait bien de regarder effectivement ces choses-là et de demander qu'il y ait un avertissement. Là, pour le coup, elle servirait à quelque chose. En demandant, par exemple, de sortir un bouquin qui fait partie du patrimoine, je vois Tintin au Congo ou un truc comme ça, de mettre un bandeau en disant que cette bande dessinée était faite à cette époque-là, etc., dans telle chose. Je pense que ça serait important de... Si vous voulez qu'on parle de la commission, là j'ai amené quelques images de et ça c'est vraiment super de pouvoir... de cas récents, de publications qui ont eu des problèmes avec... Donc la loi de 1949, toujours d'actualité, on va l'illustrer. J'aimerais bien que ça soit pas en automatique, mais je sais pas faire, donc voilà. Donc ça c'est Riyad Sattouf, c'est on va dire la dernière grosse affaire. Comment vous savez que moi j'ai pas l'habitude d'utiliser ce truc. Je crois que c'est avec la flèche, mais pour pas que ça passe les images. Non, ça veut toujours passer les images. Ça c'est très agaçant. Comment faire? Si j'appuie là, ça va l'ouvrir. Non. Riyad Sattouf, c'était en 2004. On va dire que c'était le prototype de ce qui va devenir l'Arabe du futur, qui est un best-seller aujourd'hui. Et il racontait son enfance en Syrie. Et c'est édité chez un éditeur qui fait des livres éducatifs par ailleurs, mais qui est les éditions Bréal, et qui a envie de sortir une collection de livres plus distrayants pour la jeunesse. Ça devient Bréal Jeunesse. Et il confie cette collection à Johann Sfar. Et Sfar fait appel à son copain Sattouf, qui à l'époque n'est pas connu, dans lequel il raconte ce qu'il racontera plus tard dans l'Arabe du futur, le moment de sa circoncision, où on lui a promis, son père lui avait promis un jouet de Goldorak s'il faisait pas d'histoire pour sa circoncision, et puis finalement son père ne lui a pas offert le jouet après. Et alors il racontait que les instituteurs étaient très violents qu'il était très angoissé aussi par sa circoncision. Et quand ce livre passe à la commission, sur dénonciation d'ailleurs, une association de lecture qu'il avait reçue en service de presse, et avant même que le livre ne soit diffusé, la commission le reçoit, l'examine et voit en Sattouf un monstre raciste, antisémite, sexiste, tout y est, qui utilise des mots vulgaires comme bite à des moments, ou putain, parce qu'il y a les enfants arabes qui disent on va te couper la bite, vous voyez, des choses comme ça. L'antisémitisme, c'est parce qu'il raconte qu'à l'école, on leur a enseigné en Syrie à ne pas aimer les Israéliens. Donc il dit, mais on devenait des petits antisémites, à tout le temps se traiter de juifs, c'était une insulte. Voilà. Le fait que son père lui ait pas offert le Goldorak qu'il lui avait promis, la commission y voit une remise en cause de l'autorité parentale. Mais non. Voilà. Et demande à ce qu'il y ait une interdiction aux mineurs et des poursuites judiciaires. En 2004, elle a encore un certain pouvoir. Le ministère de l'Intérieur ne va pas interdire le bouquin. Par contre, Sattouf et l'éditeur de Bréal vont être convoqués à la police. Sattouf va raconter cette convocation dans Charlie Hebdo sur le moment. Et convocation qui n'aura aucune suite. Il n'y aura pas eu de poursuite judiciaire. Et à la réunion suivante, la présidente de la commission fait le résumé de ce qui s'est passé. Bon, ben voilà. Et lit quelques articles de presse qui sont élogieux pour Riyad Sattouf, notamment qui disent qu'il le conseille comme lecture pour les enfants, pour leur apprendre ce qu'est le racisme et y faire attention. Et elle conclut en disant il y a une divergence d'opinion. Et ça a été, on va dire, pour moi, observateur de la chose, le moment de basculement où la commission, après ça, avait perdu toute crédibilité, quoi. Mais il y a eu quand même bien sûr d'autres petites affaires. Là, voilà un Thierry Magnier édité en 2012. Léon Létron. Si je peux me permettre, c'est quand même Kielofer, c'est un des grands BDistes aujourd'hui, reconnus. Et c'était son premier livre pour enfants. Il n'a jamais fait de livre pour enfants. Et il a fait un livre pour les 18 mois qui s'appelle Léon Létron. Un livre très marron et tout est en camailleux. Et en cacamailleux. Et tout, absolument tout est en alexandrin. Oui, j'en ai mis des pages, voilà. Alors, je sais pas le livre en entier, mais on en a. Il s'appelait Léon, c'était un joli prénom. Léon n'était pas laid, il avait du succès.
Belle Alexandre. Surtout auprès des mouches, c'est ça qui était louche. Étron de son état, Léon était caca. Mais je le veux. Elle est géniale. Et les enfants adorent. Ce qui est regrettable quand on veut être aimable, comment trouver des potes appréciant la crotte. Son problème, c'est qu'il sent très mauvais. Hein. Donc, je vous ai pas mis tout c'est normal pour une crotte. Il va essayer de se déguiser en chocolat, en se mettant des noisettes, tout ça. Il va s'entourer de papier. C'est toujours les mouches qui viennent le voir. Mais il sent toujours trop mauvais. Ce qui fait qu'à la fin, alors désespéré, ne pouvant supporter cette vie insipide, il songea au suicide. Car jamais il ne put, pauvre Léon qui pue, déguiser son caca en crotte en chocolat. Et vous le voyez sur l'image, la crotte se jette dans la lunette des toilettes. Une lettre méchante. Voilà. Donc, si vous l'avez, le livre de la commission. De la commission. Le livre était paru en 2007 et 5 ans après, la commission a reçu une dénonciation qui était passée par l'Observatoire national de la protection de l'enfance. C'était un particulier qui s'était plaint. Et ça a été examiné par une membre de la commission qui relève effectivement que certains termes de l'ouvrage sont inadaptés aux enfants en bas âge. Par ailleurs, l'histoire elle-même qui est contée met en évidence le caractère morbide du personnage principal, un étron, celui-ci terminant sa vie par un suicide. Voilà. Et il est envoyé une lettre à Thierry Magnier en disant que le livre porte atteinte à l'épanouissement moral de la jeunesse et caractérise les éléments de l'article 2 de la loi du 16 juillet 1949, ce qui est complètement du pipeau, parce que jamais un juge n'irait condamner ce livre. On sent un certain désœuvrement de la part de la commission. Oui, ça on le sent. J'avais oublié les termes. Le terme sentir n'était peut-être pas le mieux choisi. C'est surtout que le caca, quand même, à cet âge-là, pour les 18 mois, ça marche bien, quoi. 2013, c'est chez un grand éditeur Delcourt, les éditions Delcourt, qui sont un des premiers producteurs de bande dessinée en France. Et il y avait eu la série Le Fayot, qui était sur une idée d'ailleurs de Guy Delcourt lui-même, dessiné par, comment s'appelait-il ? Arnaud Toulon, et sur scénario de Pierre Vess. L'idée de Delcourt, c'était de faire un peu comme le petit Spirou, un groupe d'écoliers qui se chamaillent tout le temps, qui se battent tout le temps, qui vont un peu... Pas des héros très, très positifs. Et le héros était un Fayot. Et avec les autres élèves de la classe, c'était des brutes qui pensaient qu'à le frapper, à le maltraiter, c'était des gags en une page. Et quand c'est examiné par la commission, encore une fois sur dénonciation d'une personne qui s'était plainte, la commission avait conclu qu'il présente un danger important pour la jeunesse en raison notamment de la complaisance avec laquelle la violence scolaire est abordée. S'ajoute à cette apologie de la violence et du harcèlement des propos et attitudes discriminatoires, voire racistes, parce qu'il y avait un des personnages qui était coréen, on l'a vu sur la couverture, celle du milieu, traités avec complaisance concernant le personnage d'origine coréenne. Donc, une lettre est envoyée aux éditions Delcourt, à la sortie du premier volume, et Delcourt, contrairement à ce que d'autres éditeurs peut-être auraient fait, ne va pas cesser de publier la série. Il va sortir un deuxième volume, ça va toujours déplaire à la commission, il va sortir un troisième volume, et finalement il va s'arrêter, non pas sous la pression de la commission, mais parce que la série n'aura pas rencontré le succès. Tout récemment, 2018, c'est le dernier cas important, on pourrait dire, de publication pour la jeunesse qui a eu des problèmes avec la commission. C'était dans un Picsou Magazine, à un moment de la sortie du film Black Panther, La Panthère Noire. Donc vous arrivez à lire les textes. Je dis les textes de ce dessin humoristique qui était paru au sommaire de Picsou Magazine. On voyait la Panthère Noire derrière une porte de prison, derrière les barreaux, et qui criait « Laissez-moi sortir, je suis la Panthère Noire et je dois sauver l'humanité de la Troisième Guerre mondiale ». Et deux policiers devant disaient « Hi hi, celui-là, chef, je crois qu'il s'est échappé d'un asile de fous ». Et un deuxième policier, et s'il disait vrai, vérifiez plutôt auprès des eaux de la ville. Le gag portait sur le fait que c'était la Panthère Noire, donc il avait pu s'échapper du zoo, mais dénonciation également, ça a été considéré comme raciste. Alors, la commission a envoyé une lettre, mais ce qui a surtout pesé auprès de la rédaction française de Picsou Magazine, c'est que, dépendant de Disney, ils sont très sensibles à ces questions-là, de politiquement correct, et il leur a été demandé de modifier la version
pas la version imprimée, elle était déjà en kiosque, mais la version numérique. Là, vous avez le sommaire du Picsou avec le dessin sur la version papier, et à droite, le sommaire tel que vous le trouverez en édition numérique si vous le téléchargez. Et alors, tout récemment, c'est le dernier exemple, c'est un livre qui a été interdit cet été. Alors vraiment interdit, c'est-à-dire c'est le ministère de l'Intérieur qui a signé un arrêté de triple interdiction de vente aux mineurs, d'exposition et de toute publicité. Là, c'est une vraie censure, là. Oui, c'est-à-dire le livre peut toujours être vendu, d'ailleurs je l'ai acheté, mais on ne peut plus le trouver de façon visible en librairie, on ne peut plus non plus en faire de la publicité, donc le vendre par correspondance, etc. Et c'était un livre pour enfants consacré à l'islam, Apprendre le Tawhid aux enfants, publié en France. L'éditeur s'appelait Al-Aramen. Il se trouve, il y avait même l'adresse Jean-Pierre Timbaud. Tout ça figurait dans l'arrêté d'interdiction paru au journal officiel. Et alors le Tawhid, moi je connais pas bien ces questions, je savais pas ce que c'était, j'ai cherché Wikipédia, c'est d'après Wikipédia le premier pilier de l'islam, c'est l'unicité d'Allah, il y a un seul Dieu et voilà, pas d'autre Dieu, et c'est lui qui a raison, voilà. Et ce sont des extraits, c'est un livre qui existe en arabe et qui a plusieurs éditions françaises avec des variations de traduction. Là j'en ai amené une autre traduction que j'ai, voilà, qui est parue chez un autre éditeur, et c'est des citations extraites du Coran, sous forme de questions-réponses. Qu'est-ce que Allah, qu'est-ce que ta religion, qu'est-ce que le Coran, et puis il y a un petit extrait avec une petite réponse, et puis ça c'est sur la page de gauche en français, et sur la page de droite c'est en arabe. Tout ce que j'ai pu remarquer comme différence entre les éditions qui circulent librement, bon, peut-être qu'elles seront interdites prochainement, je ne sais pas, mais je doute que ce soit le début d'une vague d'interdiction de livres sur l'islam, c'est que dans, par exemple, l'édition que vous feuilletez, Louise, qui, on va dire, est autorisée, même si c'est pas le terme du tout qui convient, autorisée, ça veut rien dire, elle peut être interdite demain, c'est que, par exemple, ceux qui ne croient pas en Allah, attendez, excusez-moi, je vais le prendre en main pour citer exactement le mot. La citation exacte, c'est comme un livre de catéchisme, en fait. Voilà, c'est oui, ça, voilà. Oui. Dans cette édition, voilà. Qu'est-ce que l'islam, par exemple? C'est adorer Allah sans rien lui associer, obéir à Allah. Et Allah dit « Et quiconque désire une religion autre que l'islam ne sera point agréé. » Donc là, cette phrase « Et quiconque désire une religion autre que l'islam ne sera point agréé », dans l'édition interdite, je n'ai pas exactement les termes en tête, mais c'était les mécréants sont les ennemis. Et l'arrêté d'interdiction paru au journal officiel dit exactement ceci, que le livre contient des propos susceptibles d'inciter à la discrimination ou à la haine envers les personnes ne pratiquant pas l'islam wahhabite. Voilà. Ça, c'est la première fois qu'un livre pour la jeunesse est interdit avec l'article 14 par le ministère de l'Intérieur. Ça s'était jamais produit depuis 70 ans. C'est également la première fois qu'un livre ayant trait à l'islam a des problèmes avec la commission et la loi de 49, à ma connaissance. Quoi d'autre? Et puis il n'y avait plus d'interdiction du ministère de l'Intérieur depuis, je vous le disais, les revues porno interdites il y a une douzaine d'années. Et depuis, il n'y avait plus rien. Redites-moi, là, c'est juste l'été dernier. Ça, c'était au mois de juillet. Alors, il y a eu, c'est assez curieux, entre la signature de l'arrêté et la parution au journal officiel, c'est-à-dire au moment où la publication est interdite, c'est passé 2 mois, donc ça a été officiellement interdit fin août. Bon, dans un contexte évidemment qu'on connaît en France, avec la mémoire d'attentats encore assez récents, c'est vrai que des phrases sur les mécréants peuvent choquer, mais là, c'est plus la censure au sens de la loi de 49, ça va beaucoup plus loin. Quand on a préparé cet entretien, Thierry Magnier, vous me disiez, mais vous, cette commission, en fait, ça vous dérange pas qu'elle existe et les lois telles qu'elles sont aujourd'hui écrites, vous n'avez pas tellement envie qu'on les réécrive. C'est assez risible quand on la lit dans le c'est les 10 commandements un petit peu. Ah oui, je les ai là si vous voulez. Oui, c'est ça. On ne doit pas. Il y a la paresse. On ne doit pas. Alors ça, c'était les anciens critères. Retirer la paresse. Ça, c'était en 1949. Ouais. Ça a été changé en 2011. Alors de 1949 à 2011, les critères, c'était ça pour les publications pour la jeunesse. C'est intéressant. Ne pas présenter sous un jour favorable le banditisme, le mensonge, le vol, la paresse, la lâcheté, la haine, la débauche
ou tous actes qualifiés crimes ou délits ou de nature à démoraliser l'enfance ou la jeunesse. Voilà. Ouais, alors bon, c'est vrai que le racisme, etc., on peut comprendre, mais tout le reste, bon, c'est tellement bien. Au début de votre carrière, c'était ces critères-là. Mais maintenant, c'est plus ça. Maintenant, depuis 2011, c'est le caractère pornographique. Bon, dans les publications pour la jeunesse, il y en a généralement pas. Ou alors, il ne faut pas que la publication soit susceptible d'inciter à la discrimination ou à la haine contre une personne déterminée ou un groupe de personnes. Susceptible d'inciter aux atteintes à la dignité humaine, à l'usage, à la détention ou au trafic de stupéfiants ou de substances psychotropes. Susceptible d'assister à la violence ou tous actes qualifiés de crimes ou de délits ou de nature à nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral de l'enfance ou la jeunesse. Bon. Voilà, moi je me dis que si aujourd'hui on revoyait cette loi 49, je pense que c'est une vieille dame, il faut la laisser comme elle est, parce qu'aujourd'hui, avec tout ce qui se passe dans tout ce qui est intégrisme et autres, on risquerait d'avoir une loi qui se durcisse et qui nous empêche de créer nos bouquins. Donc là, on s'en accommode bien. Je crois que tout le monde s'en accommode bien. Laissons-la vivre pour l'instant. Voilà, je pense qu'aujourd'hui, avec tous les intégristes de tout poil, je pense qu'il est nécessaire de la laisser tranquille. Enfin, c'est un peu mon avis. Puis elle me dérange pas, en fait. C'est intéressant quand même que vous pensiez ça. Alors, est-ce pourquoi c'est gênant ? Non, mais parce que finalement, cette loi, avec toutes ses imperfections et avec ce passif et ce passé qu'on a raconté, finalement, elle semble la moins mauvaise solution avec une commission qui s'empare plus tellement de beaucoup. Il y a des tas de pays où ça n'existe pas. Oui, je veux dire, non, on pourrait très bien. Dans les années 50, ils ont tous. Non, mais quand l'association, ça a été abandonné partout. Le Comics Code Authority. Non, mais qu'on la supprime, je trouve ça très bien. Mais vous avez peur que ce soit pire. Voilà, j'ai peur que ce soit pire. C'est quand même, ça dit quelque chose du contexte et de vos inquiétudes. Pour se régénérer, d'ailleurs, la Commission aurait souhaité qu'on étende, par exemple, son champ d'action à d'autres domaines, les jeux vidéo, la télé, Internet. Enfin, il y a eu des tas de demandes comme ça, les DVD. Elle pourrait renaître pour le cinéma. Il y a déjà pour le cinéma des interdictions. Il y a une commission de classification. Oui, c'est pas la commission de surveillance. Non, mais là, ça existe pour le cinéma. Avec et pour la télévision, puisqu'on voit des pastilles. Est-ce que vous avez des questions ? Parce que moi, j'aime bien quand la salle peut nous poser aussi des questions. Enfin, surtout à Thierry Magnier et Bernard Joubert, parce que moi, j'ai encore des questions si vous voulez, mais Madame. Ça, il faut. Merci. On vous apporte donc le micro. Il y a un blanc. Ah oui, alors du coup, je peux meubler un petit peu. Vous n'hésitez pas à vous présenter et à nous dire ce que vous faites. Mais je crois que si... Non, pour la captation, il faut parler dans le micro. Parce que sinon, alors en plus, a priori, j'ai 2 questions, mais éventuellement, si c'est trop long, vous ne répondrez qu'à une seule. Je m'appelle Anne-Sophie de Montsabert, je suis correctrice dans le milieu de l'édition jeunesse. Voilà. Donc, en tant que correctrice, je corrige tous les jours des bouquins pour la jeunesse et je vois apparaître conforme à la loi du 16 juillet 1949. Et justement, ma question porte là-dessus parce que si très peu de livres sont examinés par la commission, à quoi sert cette mention sur les bouquins, en fait ? Elle est obligatoire. Elle est obligatoire ? C'est prévu dans la loi. Ça veut rien dire, hein. Ça veut absolument rien dire, c'est-à-dire que ça ne veut pas dire qu'ils sont conformes à la loi. Hein. Alors, il y a notamment des gens qui sont pour le maintien de la commission, en tout cas de la loi de 1949, ce sont les bibliothécaires, pour des raisons. La première raison, c'est que tous ces livres qui sont déposés à la commission, il y a un dépôt spécial, en plus du dépôt légal qui est fait à la Bibliothèque nationale, il y a des exemplaires qui sont déposés à la commission de surveillance. Ça représente des milliers de livres, et ces livres ensuite sont redistribués à des bibliothèques gratuitement données. Hein, voilà. Alors, les bibliothèques sont contentes, les éditeurs peut-être un peu moins, parce que c'est un manque à gagner, vu qu'ils ne vont pas vendre le bouquin. Ça, c'est la première raison. Et les bibliothèques aiment aussi, les bibliothécaires aiment aussi la loi de 49, et notamment la mention que vous évoquiez, parce que quand ils ont un râleur qui vient dire « Qu'est-ce que vous avez fait ? Vous avez mis ce livre là dans le rayon jeunesse, mais c'est de la pornographie », ils leur répondent « Voyez, il y a la mention loi 49, donc c'est passé à l'Assemblée
censure. Oui, c'est la même chose pour les enseignants aussi, documentalistes. C'est pas du tout ressortent. passé à la censure parce qu'il y a cette mention. Cette mention, elle est même mise dans les livres au moment où ils sont imprimés, c'est-à-dire avant qu'ils ne passent à la censure. D'ailleurs, certaines bibliothécaires refusent de prendre des bouquins s'il n'y a pas écrit la loi 49. Alors, c'est la plus grande actualité de la loi 49, c'est-à-dire c'est imprimé partout. Bon, Oui, c'est ça. Voilà, on cherche Oui, une parce qu'elle est actualité, on imprimée l'a. alors que ça passe de toute façon en commission une fois que le livre est vendu. Il est déjà parti depuis un moment et quand on se réveille 5 ans après, quelquefois le livre n'existe même plus. Donc, Je peux garder le micro ou... Allez-y. Merci. Mystère sur ces membres de la commission. Donc là, vous en avez évoqué une éditrice de Talent Haut, mais qui sont les autres? Par qui ils sont nommés? Est-ce qu'on peut les connaître? Qui sont-ils? alors, dans les éditeurs, effectivement, Très intéressant. il y a Laurence Faron qui fait partie du bureau du syndicat dans lequel je suis président. On a tenu à ce qu'il y ait quelqu'un du syndicat. Voilà, on a demandé. Et le second, je voulais que ce soit un garçon, puisqu'il n'y avait pas de raison qu'il n'y ait que des filles. Ça change de temps en temps. Et c'est un des éditeurs qui travaille avec moi de chez Actes Sud Junior, qui a été nommé il y a un an déjà maintenant. Donc je suis ça de près. Pas parce que ça fait partie de la maison, mais je trouvais que c'était important qu'effectivement il y ait des éditeurs de création et qu'ils soient présents. Et entre Laurence et François Martin, c'est très bien parce qu'on a des gens qui soutiennent ce que nous faisons tous. Enfin, qui soutiennent non, mais qui défendent, au moins qui peuvent avoir justifier un petit peu le pourquoi de cette publication. Quant aux autres, certains il y a beaucoup de fonctionnaires. Il y a beaucoup de fonctionnaires. Tous les représentants pas tous les ministères, mais il y a beaucoup de ministères de la Santé, ministère de Jeunesse et Sport, ministère de la Culture, l'Intérieur et Justice sont représentants. Dans le temps, il y avait députés et sénateurs, mais je crois que c'est plus le cas aujourd'hui. Il y a des représentants des associations de jeunesse. Il y a des représentants de l'enseignement public. Ça, ce sont les associations familiales. Ouais. Oui, les associations familiales. Il y a des représentants de l'enseignement public et privé. Il y a aussi des représentants des auteurs. Et dans la justice aussi, des enfants, aussi des animateurs. Ça, c'est bien parce qu'ils ont une autre vision de... Oui, mais d'ailleurs, quelqu'un peut représenter une association de jeunesse et puis avoir une autre activité par ailleurs. C'est souvent le cas. Qu'est-ce que j'ai oublié? Donc, il y a des éditeurs pour la jeunesse, dont parlait Thierry Magnier, mais il y a aussi des éditeurs qui ne sont pas pour la jeunesse, qui sont représentés. Et la presse aussi. Oui, c'est pas prévu spécialement la presse. C'est publication jeunesse ou non jeunesse. Et ils sont nommés, alors je crois que votre question posait qui les nomme, pour ce qui est des professionnels, par leur syndicat. Généralement, ils ont une activité syndicale et c'est pour ça qu'on les nomme. Combien sont-ils? Aujourd'hui, 15. 15. Plus 15 suppléments. Et puis, il y a des rapporteurs avec voix consultative, c'est-à-dire que c'est des gens qui sont surtout chargés de lire les bouquins. Parce que c'est un gros boulot. Tout ça, c'est du bénévolat. Ils reçoivent les livres chez eux, parce qu'il y a un livre qui est mis en lecture. Donc, il est envoyé à quelqu'un qui s'est porté volontaire pour être lecteur. Et à la réunion suivante, il fait son compte-rendu des publications qu'il a lues. S'il n'y a aucun problème, on passe à autre chose. Et s'il dit que ça ne lui a pas plu, il expose les motifs. Et dans le temps, il y avait une réaction souvent directe. Tout de suite, on disait... c'est ce qui était passé pour Léon Létron, par exemple. On a tout de suite écrit à Thierry Magnier pour lui dire « ça va pas ». Ça fait peur, hein. Oui, parce que la commission, c'est pas du tout une décision de justice, mais elle siège au ministère de la Justice. Donc, elle a un papier en tête du ministère de la Justice. Et les éditeurs ont l'impression de recevoir une décision de justice. Oui, c'est vrai que c'est pas très agréable de recevoir ce courrier. Vraiment, moi j'en ai reçu plein. Et maintenant c'est amusant. Je me dis, tiens, qu'est-ce qu'ils vont avoir trouvé? Mais au départ, j'étais quand même un peu troublé. Et je pense que ça peut troubler certaines personnes de recevoir une lettre aussi comme ça, aussi grave, quoi. Enfin, quelque chose d'un peu officiel, comme ça. C'est bien fait. J'ai pas fini ma phrase, mais je sais plus ce que j'étais en train de dire. Si vous vous souvenez, elle siégeait au ministère de la Justice. Qui siégeait au ministère? La commission. Oui, mais avant ça, c'était une parenthèse, je me suis perdu dans la parenthèse. Pardon, je vous ai coupé. Ah oui, donc ce sont les syndicats, j'avais répondu. Oui, vous aviez terminé. Je ne serais pas permis de couper la parole. Alors, on a une autre intervention. Oui, moi j'ai une question, excusez-moi, je suis arrivée
un petit peu en retard, j'ai peut-être raté quelque chose, mais donc je travaille ici à la Bibliothèque nationale, je m'appelle Sophie Pascal et on travaille à l'équipe pédagogique sur cette expo. Et si j'ai bien compris, donc la commission peut protéger certains livres quand il y a des râleurs, et quand c'est les mairies qui décident de supprimer, quelle est la protection? Enfin, est-ce que parce que les mairies, c'est elles qui ont le budget pour les bibliothèques. Je reviens, excusez-moi, oui. Modère ce que vous avez dit. Elle ne protège pas, quand il y a des râleurs, une bibliothèque. Oui. Elle permet de faire croire qu'elle protège la bibliothèque, mais si vous voulez embêter un bibliothécaire, vous pouvez, et la mention ne compte pas du tout. Hein. C'est un peu ce qu'on a dit au début, c'est-à-dire que les livres, c'est pas l'enfer, mais sont mis un peu en haut des bibliothèques, ne sont pas achetés, ce qui est une censure économique, qui est... Aujourd'hui, la censure, peut-être la plus importante. Je vous ai repris juste sur ce détail, mais finissez. Vous nous disiez sur les mairies. Oui, quand il y a des cas où des mairies ne veulent pas que tel livre soit dans leur bibliothèque, qu'est-ce que... Mais il n'y a pas de recours. Il n'y a pas de recours. Le maire décide, comme ça s'était passé les premières fois où c'était médiatisé à Orange, le maire a décidé qu'il n'était pas question de parler de population autre que de français, de tous les mots, etc. Il fallait, d'ailleurs il les a brûlés, lui, carrément, c'était bien plus simple, et parce qu'il ne donnait pas le budget, comme il a arrêté les budgets de certains journaux, et il a dit non, je n'aurai plus de budget pour s'abonner à ces journaux. Voilà, il a le droit. Voilà, c'est ce qui est bien présenté dans l'expo, mais en fait, il n'y a pas de... Mais il n'y a pas de recours, on ne peut pas obliger quelqu'un d'acheter les livres, hein, non, c'est sûr. Après, c'est les gens qui ont voté pour ce maire-là, donc ils assument. Enfin, pas tous, d'ailleurs. Est-ce que la publicité faite aux affaires d'interdiction, même locale, est une publicité pour les livres ? Bien sûr. La plus grosse publicité que j'ai vécue, c'est quand j'ai repris le Rouergue et que j'ai sorti Tous à poil. J'ai une attachée de presse absolument fantastique qui s'appelait Monsieur Copé et qui a un jour brandi ce livre Tous à poil, qui est un livre qui n'est pas un grand livre, c'est un livre plutôt sympa, qui est présenté dans l'exposition. Oui, qui est présenté dans l'exposition et qui est un livre où effectivement chacun se dénude. Une grand-mère un peu plus lentement, mais il y a aussi un gendarme, il y a aussi un chef d'entreprise, il y a une maîtresse, etc. Et à la fin, ils vont se baigner sur une plage naturiste. Voilà. C'est simplement de montrer la vision des corps. Et je trouvais, avec les auteurs, j'avais dit, bon, écoutez, lui, il voulait mettre la maîtresse. Je lui ai dit, si on mettait un chien et tout ça à poil avec un chien, ça mettait le livre dans un côté humoristique et tout, et ça choquait pas. Et voilà. Voilà, il s'est passé 5 ans, et au bout de 5 ans, il y a quelqu'un de chez moi qui s'occupe un peu des finances, qui me dit « Écoute, il y a un bouquin là, tu l'as sorti il y a 5 ans, il y a un gros stock, on pourrait peut-être empilonner, ça part pas, etc. » Je dis « Écoute, c'est le premier que j'ai fait avec le Rouergue, j'aimerais bien le garder encore un petit peu, j'ai beaucoup de sentiments pour ce bouquin. Puis je le trouve rigolo, et puis voilà, je trouve que c'est bien qu'on montre ça. » Et une semaine, 15 jours après, Monsieur Copé fait donc son truc, et c'était surtout sur l'autorité qu'on pouvait mettre à nu, c'est-à-dire, regardez, un chef d'entreprise à poil, mais où va-t-on ? Et il a commencé à dire, et en plus, il est sélectionné dans l'éducation nationale. Alors, c'était absolument faux. Il y avait juste du côté de Grenoble des instits qui s'étaient réunis, qui avaient dit « Ah, ce bouquin dans nos bibliothèques, c'est important, quand on parle du corps, etc., il est amusant. » Bon, voilà. Ce bouquin, dont j'en avais vendu à peu près 800 en 5 ans, vous voyez, ce que j'ai dû pervertir beaucoup d'enfants, et j'en ai vendu en 15 jours 40 000. Voilà. Donc, mais l'intérêt de ce bouquin-là, il est devenu un peu militant. Beaucoup de bibliothécaires l'ont par principe, et beaucoup de libraires aiment bien l'avoir en rayon. Donc effectivement, c'est un bouquin qui continue à tourner gentiment, alors qu'il n'avait pas du tout cette destinée. Donc effectivement, ça peut faire vendre. Mais encore une fois, j'aimerais tellement vendre des bouquins parce que pour d'autres raisons. On comprend bien. À propos d'économie, on peut juste parce que c'est assez intéressant. J'entendais des spécialistes de YouTube, donc des vidéos. C'est pas du livre, mais que les enfants et les adolescents regardent énormément. Me parler de censure par en fait l'absence de publicité. On démonétise. C'est le mot qui est utilisé. Ça veut dire que en gros YouTube et les publicitaires décident de ne pas mettre d'encart de publicité avant et après ces publicités, ce qui retire des revenus possibles aux auteurs, aux vidéastes qui les publient. C'est arrivé à des vidéos historiques qui abordaient la question de l'avortement,
qui était plutôt destiné aux adolescents, enfin à tout public, mais à partir de l'adolescence. Et là, on tombe dans un trou. On n'est plus répertorié, on n'est plus monétisé, et c'est une autre forme de censure. Alors, c'est pas complètement le sujet, mais je trouve assez intéressant de dire que ça existe aujourd'hui. Excusez-moi, je vais prendre du temps sur votre question, peut-être. On vous écoute. Le problème, tout est intéressant. Donc moi, je suis bibliothécaire jeunesse. J'ai jamais eu besoin de me servir de la loi de 49 pour justifier de choses. Mais par contre, on a déjà eu effectivement des remarques de parents ou d'éducateurs sur des bouquins. Le dernier en date, c'est un bouquin de Taniguchi qui s'appelle La Montagne et où il avait été proposé dans le cadre d'un travail avec des écoles, et une maman avait été particulièrement choquée, et même des enseignantes, parce qu'il y a un moment donné un personnage qui raconte la légende de la sorcière qui mange le zizi des petits garçons. Et effectivement, c'est des choses qui nous arrivent fréquemment. Et ce que je veux dire aussi, c'est qu'en parlant d'autocensure, nous, en tant que bibliothécaires aussi, on en pratique. Et encore, moi, je fais partie d'une équipe où on est assez nombreuses, parce qu'on est nombreuses et nombreux, on va dire. Et donc, on peut discuter et échanger des points de vue. Mais c'est vrai que parfois, sur certains titres, on sait que ça va être compliqué. Alors, moi, du coup, je travaille dans une médiathèque qui est assez grande, on a pas mal de budget, on les achète. Mais je pense qu'effectivement, sur des titres un petit peu comme ça, qui grattent, qui frottent, nous, c'est quelque chose qu'on défend beaucoup, mais je pense vraiment que c'est pas le cas partout, et que quand on a un petit budget, par exemple, ça va être plus facilement ces livres-là qu'on ne prendra pas, au détriment d'autres qui seront plus faciles, parce que on peut malheureusement pas tous les prendre. Et je pense que dans les choix, ça joue aussi. Et un autre exemple, par contre, je pense que on a des débats qui nous animent peut-être au même titre que la commission. Le dernier débat qu'on a eu, c'était sur cet album dont le nom m'échappe, sur les qui dénonce le trafic de cornes, et qui met en scène, en fait, c'est un album coréen qui met en scène, en fait, un enfant, un chasseur de dents, merci. Voilà, le nom m'échappait, je sais qu'il y avait des dents dedans, mais chasseur de dents, qui est extrêmement fort, puisqu'en fait, il échange le rôle d'un animal traqué par un enfant. Et c'est un enfant qui est traqué par des éléphants armés, qui l'ont dans le viseur, etc. Et je sais que, ça, c'est un album qui a fait beaucoup débat chez nous, parce que certaines disaient que c'était important qu'il soit là pour dénoncer, et d'autres pensaient que c'était que la dénonciation était beaucoup trop forte et trop violente pour qu'un enfant qui pourrait le trouver seul dans nos rayons, parce qu'il y a effectivement les parents qui jouent, mais les enfants cherchent aussi tout seuls. Voilà, s'il n'est pas accompagné dans ce chemin, dans cet album qui est quand même très violent dans les images, qu'est-ce qui se passe, quoi. Donc voilà, c'est juste pour apporter aussi des réflexions sur le fait que la censure, elle se passe maintenant beaucoup moins, je pense, dans cette commission, que aussi parmi les effectivement bibliothécaires, enseignants, parents, qui sont les premiers les adultes qui accompagnent les enfants dans ces découvertes. Mais on est face à une injonction assez paradoxale de la parentalité, là, et je m'intéresse beaucoup à ces sujets. C'est qu'il y a à la fois le désir d'autonomiser les enfants, et la bibliothèque, même la librairie, peut représenter un endroit où l'enfant pourrait se déplacer seul, et c'est merveilleux d'ailleurs d'aller soi-même chercher les livres qu'on a envie de lire. Et d'un autre côté, tout un discours sur la parentalité qui s'est développé depuis 15 ans, sur il faut accompagner les enfants devant les écrans, avec les livres, il faudrait toujours être à côté d'eux, ou qu'un adulte soit là pour expliquer. C'est complètement le discours sur les écrans. Il faudrait tout le temps être à côté d'un enfant de 3, parce qu'avant, il pas vrai faire, jusqu'à ce qu'il ait pratiquement 12 ans. Il suffit de connaître un peu des enfants pour voir que c'est un peu bizarre de voir les choses comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on met un rayon à voir avec un adulte ? Cela dit, la différence entre ce qui est vidéo, image qui bouge en tout cas, et un livre, il y a quand même le côté dangereux de l'image qui bouge, de la vidéo, c'est qu'on est absolument passif, alors que dans un livre, on est actif. Le fait d'être actif, c'est de l'énergie, de lire, c'est pas facile, on lit pas aussi facilement que ça, et ça demande de l'énergie, et on est actif. Tandis que la passivité de regarder des images qui défilent, on peut même s'endormir de temps en temps, n'empêche que là, on avale plus facilement. Donc c'est vrai que c'est en ça que ça peut être dangereux, et l'image nous impose quelque chose, alors que le texte, il est complètement dans notre imaginaire. Et pour revenir à la violence dans certains textes, je pense que les enfants aiment bien avoir peur, hein. D'ailleurs, 80% des
des bouquins depuis des siècles et les contes, c'est quand même ça fait un peu peur. Et tout le monde s'est retrouvé souvent avec un enfant en lui faisant le loup, et l'enfant crie et rigole, etc. Puis tout d'un coup ils font en larmes et on se dit oh là j'ai été trop loin, trop fort et tout, je suis vraiment désolé, câlin, bisous, etc. 2 minutes après il vient vous revoir en disant tu me refais le loup. Donc il y a quand même ce besoin d'aller un peu plus loin. Alors évidemment il faut faire très attention. Et puis la différence aussi avec l'adulte, c'est que l'enfant, quand il y a une maison qui brûle à l'intérieur de livre, c'est ce que je prends toujours comme exemple. Quand la maison brûle à l'intérieur du livre et qu'il ferme le bouquin, il sait très bien que le livre va pas s'enflammer. Il sait très bien que les monstres, ils sont à l'intérieur du livre. Alors que les parents pensent que ça, c'est encore là et que ça va brûler et que c'est dangereux. Donc il faut laisser aussi une part aux enfants de leur naïveté aussi par rapport à un sujet qui leur fait absolument pas peur. Dans cette histoire d'arracher les dents d'un enfant pour y piquer l'ivoire, inversement par rapport à l'éléphant, il peut trouver ça aussi tout à fait normal, vengeance des animaux, parce qu'ils sont aussi à un âge où ils aiment bien défendre les animaux, donc pourquoi pas. Je pense qu'il faut... Alors effectivement, et vous avez raison, il y a certains livres qui demandent à avoir un accompagnement, et ça c'est important. Et puis suivant aussi la population avec laquelle on se trouve, il y a des gamins qui ont subi pas forcément des choses très agréables et qu'il faut accompagner dans un livre. Et encore une fois, il faut que vous aimiez ce livre pour pouvoir le partager. Mais je pense que tout ça, vous êtes des professionnels, vous savez le faire, et il n'y a pas de souci, quoi. Voilà, les gens croient qu'on leur met des brûlots dans les mains et qu'ils vont devenir des révolutionnaires ou ils vont être complètement malades quand ils vont avoir 18 ans. Est-ce qu'il y a une autre intervention ? Je ne sais pas si on peut dépasser l'horaire, mais moi j'aime bien prendre les questions. Je vais essayer de faire vite. Bonjour. Je me demandais, parce qu'on parle beaucoup de publications très jeune public, majoritairement, mais est-ce que la commission a intervenu, vous parliez des bandes dessinées caviardées, les comics, pour des choses plus adolescentes ? Enfin, moi je pense à l'arrivée du manga en France et l'affaire avec Ségolène Royal, mais plutôt pour la télévision. Est-ce que la commission est intervenue pour l'application littéraire ? Il y a une grosse part du marché du manga, notamment. Alors, le manga, la commission a commencé à les examiner, oui, à l'époque de Dragon Ball et compagnie. Moi, je suivais ça en me disant, un jour, elle va se mettre à vouloir interdire les mangas et ça va être une catastrophe parce que elle s'était attaquée, par exemple, au Pocket italien à un moment, et il y avait une maison d'édition qui s'appelait Vivifrance qui publiait les Pocket italiens et il y a eu des centaines de titres interdits. Et je me suis dit, le jour où ils vont s'attaquer au manga, ça va peut-être être un massacre. Et en fait, il y a eu... 1 ou 2 titres interdits. Le manga Angel de Eugene, qui était publié chez Tonkam, c'était une série, a été interdit d'exposition. Moi, j'avais réagi à cette époque en lançant une pétition de professionnels de l'édition où on avait été une quarantaine que j'avais fait signer. C'était vraiment le responsable du festival d'Angoulême, le responsable du musée de la bande dessinée d'Angoulême, Möbius, enfin vraiment des gens importants qui avaient signé cette pétition contre cette interdiction. On l'a envoyé ensuite au ministère de l'Intérieur et à la commission. Est-ce que ça a eu un effet ou pas? Je ne sais pas, mais ça s'est arrêté à ce moment-là. On devait être en 94. Et par la suite, il n'y a plus du tout eu de manga interdit. Des fois, en réunion, ils s'en étaient pris à Lovina, qui était une série avec des gros seins. Ils s'en étaient pris au Voleur au sans visage, une série de comment s'appelait ce groupe de filles dessinatrices japonaises de Clamp, voilà, je crois que c'était une série de Clamp. Merci. Et c'était un personnage à la Arsène Lupin qui était voleur et gentleman, quoi. Et à cause de ça, la personne qui l'avait examiné avait demandé une interdiction mineure, mais le ministère de l'Intérieur ne l'a pas suivi. Mais en ce qui concerne les romans adolescents, si c'est régulier, rassurez-vous, on a notre dose. Tout ce qui est... Enfin, moi, j'ai plusieurs collections d'une seule voix et choses comme ça, qui sont des textes un peu percutants pour adolescents, lycéens. On est aussi taclé là-dessus. C'est pour ça que là, j'ouvre une nouvelle collection qui s'appelle L'Ardeur, qui sont une collection érotique. Qui vient de sortir avec un ouvrage de Camille Emmanuel, ouais, on absolument. peut le dire. Ouais. Et donc... Est-ce que c'est explicite, c'est ça? Ah oui, c'est explicite. Ouais. Mais comme tout un tas de livres, en fait. Mais en fait, moi, j'ai voulu faire cette collection un petit peu par rapport à cette
loi par rapport à ce côté bien pensant qui m'agace profondément et dont on copie les trucs des États-Unis, et de dire oui, on peut parler de l'érotisme à des adolescents et c'est quand même plus intelligent de leur dire avec de la littérature que plutôt qu'ils aillent regarder sur le web. Et je me dis que voilà, et j'ai mis sur ces couvertures interdit aux moins de 15 ans. Comme ça, je suis sûr que tous les lecteurs de moins de 15 ans vont vouloir le lire. Moi, j'ai une question pour Thierry Magnier, comme si j'étais dans la salle, je vais la poser. Il y a quelque chose qui m'insupporte aujourd'hui dans le milieu de l'édition. Ce sont les éditeurs qui font relire les manuscrits par des avocats, les relectures juridiques avant parution. Est-ce que c'est quelque chose que vous pratiquez ? Alors, et je vais ajouter, parce qu'il n'y a pas que les avocats aux États-Unis, les livres, et pas seulement jeunesse, sont relus par des lecteurs qu'on estime concernés par le sujet dont on parle. Par exemple, des homosexuels, si on parle d'homosexuels dans le livre, pour vérifier qu'on en parle de la bonne, entre guillemets, façon, des jeunes si on parle de jeunes, des noirs si on parle de personnes noires. Enfin, voilà, il y a eu un article récemment, je crois que c'était dans l'Observateur, mais je n'en suis pas sûre, sur cette question. Si je pouvais mettre une petite bibliographie de tous les trucs dont on va parler, je le ferais, mais chercher sur les moteurs de recherche. Donc, pareil, avocat et puis lecture. Alors, je vais pas faire de délation, mais il y a certains éditeurs que je connais très bien qui ont des parents, un couple de parents, qui ont un psy, qui ont un instituteur, tout ça du 6e ou du 7e arrondissement, bien sûr, et qui corrige avant la correctrice, qui corrige un petit peu avant, et qui dit ça c'est pas bien, et qui font un produit. Et bien évidemment, jamais chez moi il y aurait quelqu'un qui pourrait se permettre de dire, à part l'auteur et l'éditeur, d'entrer. Après, on jette le bouquin, on assume, et on prend le risque, mais surtout pas de l'aseptiser. Après, ça fait des bouquins qui se ressemblent tous, évidemment. Si on retire tous les... Ou qui ne paraissent pas. Ou qui ne paraissent pas, ouais. On me fait signe qu'il est temps d'arrêter. Enfin, on aurait vraiment pu continuer. C'était toute la nuit. Hyper intéressant. Et merci pour vos questions. Merci à tous. Et merci surtout Thierry Joubert et Bernard Magnier. Et on vous donne rendez-vous dès demain au Salon du Livre de Montreuil, quand même. Et c'est Thierry Magnier et Bernard Joubert. Je viens de faire une petite inversion. Et oui, et demain commence le salon. On est obligé de faire ça. Vous venez d'écouter un podcast de la Bibliothèque nationale de France. Retrouvez les conférences, rencontres et créations de la BNF sur toutes les plateformes de podcast, ainsi que sur le site bnf.fr.